Bienvenue à la webdiffusion. N'hésitez pas à poser vos questions lors de la présentation en les inscrivant dans l'espace prévu à cet effet. Ainsi, nous pourrons y répondre à la fin de la présentation. Pour obtenir une copie papier de la présentation, cliquez sur « Documents à télécharger » au bas de l'écran. Nous vous souhaitons une bonne webdiffusion. À ce webinaire de la SSVQ qui porte sur thrombose et COVID-19, les aspects vasculaires. Alors, donc avant de commencer, je voudrais juste vous transmettre quelques informations. Tout d'abord, ça va durer pas plus qu'1 heure et demie, donc on ne devrait pas dépasser 7 heures et demie. Et pour la période de questions, ce que je vous invite à faire, c'est à écrire vos questions dans la boîte de clavardage et on pourra ensuite transmettre les questions à chaque conférencier et on va essayer autant que possible de répondre à toutes les questions, là, si possible. Alors, ce webinaire est possible grâce à un soutien financier de la compagnie Bayer. Donc, on remercie notre commanditaire. Pour ce webinaire, on a mis en place donc un comité scientifique qui est vraiment multidisciplinaire avec des spécialistes et des médecins de famille. Nous avions donc le docteur Bocage, Fournier, Raus, Roussin, Trudeau et moi, c'est Michel Vallée. Moi, je suis votre président de la SSVQ et je suis aussi néphrologue à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Alors évidemment, c'est un sujet, moi, qui me touche beaucoup. Là. Comme vous savez, à Maisonneuve-Rosemont, on a eu beaucoup de COVID-19. Donc malheureusement, on a pas mal d'expérience dans ce domaine et donc on va essayer de vous transmettre le plus qu'on sait là, grâce à moi-même, mais aussi aux autres conférenciers qui ont été particulièrement sélectionnés là, pour vous là, ce soir. Donc, je laisse regarder encore un petit moment les conflits d'intérêts potentiels du comité scientifique. Sinon, pour ce qui est de chaque conférencier, les conflits d'intérêts vont être sur une diapo là, bien spécifique pour chaque conférencier. Donc, évidemment, comme vous le savez, la SSVQ, on atténue les sources de biais potentiels. Et toutes les conférences sont révisées pour éviter le biais commercial, ce qui ne s'applique pas beaucoup ici dans le cadre de la COVID-19. Donc, avant de commencer, je voudrais juste vous mentionner qu'à la SSVQ, on a dû quand même chambarder pas mal ce qu'on voulait faire cet automne, mais quand même, tout ce qu'on voulait faire, on va le faire, mais ça va être tout comme ce soir en web diffusion. Donc, on a un premier visio-symposium le 18 septembre sous le thème de l'anticoagulation. Un autre visio-symposium le 16 octobre sur le thème de la dyslipidémie. Donc, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait quelque chose sur la dyslipidémie. Ça promet d'être fort intéressant. Ensuite, on a notre colloque neurovasculaire le 23 octobre, complètement 100% web diffusion. Et le 20e congrès annuel de la SSVQ, donc le 20 novembre 2020. Donc, c'est facile de retenir, là, le 20e anniversaire, le 20 novembre 2020, en web diffusion. Donc, évidemment, ce ne sera pas 3 jours comme on a l'habitude de le faire. Ça va être seulement une partie de la journée du 20 novembre. Et pour notre 20e anniversaire, évidemment, on ne pourra pas faire tout ce qu'on voulait faire, mais on se reprendra là, en présentiel en 2021. Donc, à ce stade-ci, on va commencer. Je vais vous présenter donc le modérateur pour le webinaire de ce soir, qui est le docteur André Roussin. Donc, André Roussin, c'est vraiment la personne idéale pour être modérateur de ce webinaire, de par sa spécialité. Donc, il est spécialiste en médecine vasculaire, donc interniste bien connu du CHUM et de l'ICM, ex-président de la SSVQ et de Thrombose Canada, qui va être donc notre modérateur et animateur pour ce soir. Donc, je passe la parole à André. Merci, Michel. Encore une fois, bienvenue à tous. Une super belle journée. Et on va avoir ensemble 4 conférenciers particulièrement sélectionnés pour leur expertise et le dynamisme de leur présentation. Et les conférenciers qu'on va présenter ce soir sont pour plusieurs d'entre vous très bien connus, mais pour d'autres, et je vois qu'il y a beaucoup de pharmaciens, d'infirmières, de nouveaux médecins à la SSVQ, pour lesquels ces conférenciers-là sont moins connus. Ça fait que je vais quand même prendre quelques instants pour les présenter tous. Normand Blais est un de mes collègues hémato-oncologues au CHUM, qui est professeur agrégé à l'Université de Montréal, professeur aussi à l'Université McGill, dont l'intérêt principal est l'oncologie thoracique.
mais qui est directeur du laboratoire d'hémostase et thrombose, d'où la raison de sa présence ce soir. Il est membre de la CEDVQ, membre de Thrombose Canada et impliqué en profondeur dans les problèmes de thrombose, en particulier ce soir avec le COVID. Et Normand a participé activement depuis de très nombreuses années à tout ce qui concerne la prophylaxie et l'utilisation des anticoagulants au CHUM avec des collègues du CHUM. Alors, c'est avec un grand plaisir que je demande à Normand de couvrir des aspects du COVID qui touchent l'hématothrombose. Normand, c'est à toi. Merci beaucoup, André. Bonjour à tout le monde. Merci d'avoir pris le temps parmi cette journée splendide pour parler de COVID. Là, je pense qu'on en a tout assez d'en entendre parler, mais on va essayer de rendre ça intéressant. Je vais prendre un peu de temps sur ma première diapo juste pour mentionner un terme qu'on ne connaissait pas beaucoup avant la COVID-19, c'est l'immunothrombose. Alors, je vais essayer dans les prochaines 15 minutes de vous parler de l'intersection entre l'activation du système immunitaire et les conséquences sur la thrombose. Moi, c'est ce qui m'a touché particulièrement quand j'ai étudié tous les phénomènes qui se sont déroulés autour de la physiopathologie des infections à coronavirus, en particulier la COVID-19. Alors, mes objectifs, c'est pour trois choses. Donc, approfondir les bases physiopathologiques qui lient l'hémostase et l'infection à la SARS-CoV-2. On va ensuite parler un peu plus proche de la clinique, parler des dérangements hémostatiques qui surviennent chez des patients atteints de COVID-19. Puis, on va parler très rapidement, ce n'était pas mon objectif principal pour ce soir, mais on va parler de comment apprécier les risques de thrombose, puis à gérer les anticoagulants chez les patients hospitalisés avec la COVID-19. Ce sera une conférence d'une heure, là, juste en soi. Donc, on va être obligé de passer très rapide là-dessus. Donc, vous voyez dans mes conflits d'intérêts personnels que j'ai inclus ma participation à des guides de pratique sur la gestion de thrombose et la COVID-19, particulier pour le CHUM, avec un groupe français qu'on appelle le groupe d'intérêt en hémostase périopératoire. Donc, vous pouvez voir les guides de pratique sur le site web. Et il y a un guide de l'INES qui va paraître prochainement sur des recommandations québécoises de gestion des anticoagulants chez des patients atteints de COVID-19. Donc, premier objectif, approfondir les bases physiopathologiques. Prochaine diapo. Donc, vous voyez dans cette diapositive de synthèse tous les phénomènes qui peuvent être associés à la COVID-19, qui vont mener à des risques de thrombose, autant sur le plan artériel, à votre gauche. Au centre, c'est les anomalies de la microvascularisation qu'on voit particulièrement au niveau du poumon, mais on va apprendre ce soir que ça touche les reins, ça touche le cerveau, ça touche le cœur, ça peut aller un peu n'importe où, la pathologie liée à la COVID-19. Et on va voir aussi qu'il y a certaines anomalies qui vont toucher aussi le risque de thrombose veineuse. On va parler d'anticorps antiphospholipides, on va parler de plaquettes, de fibrinogènes, de défaut de l'endothélium. On va parler du fibrinogène, de la coagulation, puis de tout ce qui touche à l'ensemble de ces facteurs. Donc, prochaine diapo. Donc, qu'est-ce que l'immunothrombose? Alors, ça part d'un concept où il y a une activation qui peut être spécifique ou non spécifique du système immunitaire. Donc, on peut retrouver des concepts d'immunothrombose en infection virale, mais on peut aussi retrouver ça dans les collagénoses, dans des syndromes immuns. On peut voir ça aussi dans la pathologie antinéoplasique où maintenant on utilise des médicaments qui sont pro-immunitaires, les agents qui sont anti-PD1, anti-PDL1 par exemple. Ça amène plusieurs conséquences en termes de complications. Donc, le système immunitaire va changer la vascularisation comme telle. Donc, juste les changements rhéologiques du sang vont affecter la circulation et la survenue de thrombose, ultimement. On pourrait parler de microparticules, on pourrait parler du rôle du système adipeux, parce qu'on sait que le SARS-CoV-2 va toucher principalement les cellules adipeuses. On pense que ça fait partie du risque des patients obèses qui sont plus à risque, comme vous le savez, à ce type d'infection.
On va parler aussi beaucoup de la dysfonction des cellules endothéliales. Alors, si le SARS-CoV-2, on le sait, peut finir par infecter les cellules endothéliales, ça va changer l'homéostasie de la cellule endothéliale. Comme la cellule endothéliale est une cellule qui aime un sang fluide, tout dérangement de sa structure va potentiellement augmenter le risque de thrombose. Et tout ça, c'est médié, comme vous le savez, à une tempête de cytokines qui est médiée par plusieurs éléments sanguins, dont les lymphocytes, les macrophages, les neutrophiles. Et puis, on pourrait en parler pendant plusieurs heures. C'est un domaine qui est quand même fort captivant. Prochaine diapo. Donc, qu'est-ce qui survient chez les patients qui sont très malades de la COVID-19? On pense souvent qu'ils ont des phénomènes de CVD, mais de plus en plus, on dit que les critères de CVD ne sont pas respectés chez la majorité des patients qui sont aux soins intensifs avec une infection sévère. Pourquoi on dit que ce n'est pas une CVD classique? C'est que si on fait un dosage des facteurs, si on dose de fibrinogène, on ne voit pas de changement dans ces facteurs, même que le fibrinogène ait tendance à être plus élevé que d'autres choses. Donc, pas de consommation très importante des facteurs. On sait qu'il y a une augmentation du temps de prothrombine, du temps de cépaline activé, mais encore là, il n'y a pas de chute de facteurs. Ça semble plutôt être un effet inhibiteur qui survient dans le sang. Quand on parlera de l'antiphospholipide, on pourra expliquer un peu ce phénomène-là. Donc, l'antithrombine, encore une fois, qui est une caractéristique de la CVD, n'est pas fortement diminuée dans la COVID-19. Puis, le signe classique en clinique d'une CVD, c'est des segments plutôt que des thromboses par consommation des facteurs, diminution du fibrinogène. Alors, on n'a pas ça vraiment de façon importante dans la COVID-19. Qu'est-ce qui réunit la CVD classique puis la coagulopathie de la COVID-19? C'est l'augmentation marquée des dédimères. On en parle depuis le début de la pandémie. C'est un facteur de risque majeur pour les complications, pour la mortalité et aussi pour la survenue d'événements thrombotiques. Alors, c'est quand même quelque chose qui les réunit. Mais encore une fois, la différence, puis qu'est-ce qui fait que les dédimères sont augmentés avec la COVID-19, c'est qu'on sait qu'il y a une augmentation du facteur tissulaire qui est exprimé au niveau de la cellule endothéliale par les monocytes qui va activer la coagulation. Puis, particularité de la COVID-19, c'est qu'il y a moins de thrombolyse, probablement par diminution de l'urokinase, qui est une protéine qui est bien présente au niveau du tissu pulmonaire. Puis, on voit une forte augmentation d'un inhibiteur de la fibrinolyse, le Plasminogen Activator Inhibitor, le PAI-1, qui donc favorise une coagulation activée, mais pas nécessairement beaucoup de fibrinolyse, qui va amener forcément à une augmentation du risque thrombotique. Prochaine diapo. Donc, je vous rappelle, qu'est-ce que c'est le dédimère? En fait, le fibrinogène est formé de deux domaines D qui sont aux extrémités de la molécule avec un domaine E central. Puis, lorsqu'il y a une activation par la thrombine de fibrinogène, il y a des monomères de fibrine qui vont se faire polymériser par le facteur 13. Le facteur 13 va attacher deux molécules côte à côte de fibrine. Et vous voyez qu'il y a deux domaines D qui se collent les uns aux autres. La plasmine, le petit couteau, le petit ciseau va finir par cliver le fibrinogène en trois sections, dans le fond, entre les domaines D et le domaine E. Puis, on va se ramasser dans le sang avec des fragments de la fibrine qui sont polymérisés, qui vont être dosables par une prise de sang. Et puis, on va appeler ça des dédimères. Alors, c'est des fragments qui résultent de l'activation de la coagulation, puis en même temps, un début de fibrinolyse. Prochaine diapo. Donc, on a parlé beaucoup de coagulation, mais il faut parler de l'immunothrombose comme étant un phénomène qui est primairement immunologique. Vous voyez que dans l'alvéole pulmonaire à votre gauche, qu'il y a une activation de plusieurs éléments cellulaires, augmentation des cytokines qui vont produire un dommage local. On sait aussi, comme je le mentionnais, que le coronavirus infecte les cellules endothéliales qui créent un endothélite et qui va aussi activer la cellule endothéliale pour produire plusieurs changements et dérangements au niveau de l'homéostasie pulmonaire qui vont amener des risques de thrombose. En termes de défaut de la coagulation, vous pouvez comprendre qu'il y a un dérangement au niveau de la P-sélectine, dérangement au niveau du von Willebrand, avec augmentation des multimères de haut poids moléculaire de von Willebrand, changement au niveau du facteur tissulaire, etc. Donc, plusieurs phénomènes qui surviennent en même temps, qui sont tous, comme on le sait, des éléments pro-thrombotiques. Prochaine diapo.
Donc, on va passer maintenant à la clinique pour ceux qui sont déjà tannés de m'entendre parler de physiologie, pour aller vers quelque chose d'un peu plus concret. Prochaine diapo. Donc, qu'est-ce qui arrive dans les infections à COVID-19? On l'a mentionné, il y a une augmentation importante des dédimères. C'est un phénomène qui est central et très important. On a une augmentation des plaquettes. On a rarement des légères thrombocytopénies. Puis, une des petites coquilles pour les médecins qui travaillent en soins intensifs, c'est que quand il y a une chute de plaquettes, en général, ça signe plutôt une complication qu'un changement qui est relié à la COVID-19 comme tel. On a étudié en thromboélastographie l'activité des plaquettes. On voit que c'est des plaquettes en circulation qui sont beaucoup plus réactives que la normale, donc un autre phénomène prothrombotique potentiellement. L'allongement du temps de prothrombine, du temps de céphéline, comme je l'ai déjà mentionné, ça survient avec des facteurs normaux. Puis, on sait que la protéine C réactive, c'est une protéine qui se lie aux phospholipides. Donc, quand la protéine C réactive est très, très, très élevée, ça peut potentiellement interférer avec la phospholipide qu'on utilise in vitro pour faire les tests de coagulation. C'est ça l'hypothèse actuelle pour expliquer les anomalies de coagulation. Donc, c'est un dérangement in vitro plutôt que, évidemment, un effet de manque de facteurs, parce que si on fait des dosages de facteurs individuels, on voit que c'est normal. Donc, on voit aussi une augmentation du fibrinogène, comme on l'a déjà mentionné. Prochaine diapo. Donc, plusieurs études, je ne rentrerai pas dans les détails, mais vous pouvez voir sur la diapo que plusieurs études ont démontré la corrélation entre l'augmentation des dédimères et la sévérité de la maladie à COVID-19, relation aussi intime avec les décès des patients, et les dédimères au suivi sont aussi un bon critère pour prédire les risques thrombotiques, alors qu'on voit chez des patients une augmentation très marquée des dédimères qui sont corrélés avec des événements thrombotiques, alors que les patients qui n'ont pas d'événements thrombotiques ont tendance à avoir des dédimères plutôt stables dans le temps. Prochaine diapo. La dernière publication qu'on a vue, c'est une publication des 5 hôpitaux d'Harvard. Ça vient juste de sortir dans Blood. Donc, 400 patients qui ont été étudiés. On retrouvait 5 d'événements thromboemboliques veineux avec 10 d'événements thrombotiques totaux qui incluaient les blocages de circuits de CCVH, complications artérielles. Puis ce qui est vraiment frappant, c'est que les dédimères en haut de 2500 nanogrammes par ml est associé à 7 fois plus de risque de thrombose, alors que vous voyez que les autres facteurs comme le fibrinogène, le taux de plaquettes, la CRP étaient aussi prédictifs, mais à un niveau beaucoup moindre. Alors, il y a vraiment un lien intime entre le dédimère puis la survenue de complications dans cette pathologie. Là, c'est bien résumé dans ce papier. Prochaine diapo. Il y a un autre papier intéressant que j'ai vu dernièrement où on a pris 43 patients consécutifs qui ont eu des angios-CT. Ça, c'est aux Pays-Bas. Puis, on a regardé les niveaux de dédimère au moment où le patient passait l'angio-CT. Puis, on a une bonne démarcation entre les patients en bleu qui avaient une embolie pulmonaire à l'angio-CT par rapport aux patients qui n'avaient pas d'embolie pulmonaire, qui sont dans la courbe du bas. Donc, potentiellement, qu'on pourra fabriquer un algorithme prédictif du risque d'embolie pulmonaire en fonction des dédimères. C'est quand même des données très préliminaires avec très peu de patients. Là, je ne vous demande pas d'utiliser ça chez vous, mais ça veut juste dire qu'il y a quand même probablement une bonne utilisation des dédimères en contexte de COVID-19 qui pourrait être fait pour nous aider en clinique. Prochaine diapo. Donc, il faut parler d'anticoagulant lupique parce que ça a été mentionné dans quelques publications jusqu'à présent, mais je vous rappelle que si on utilise la protéine C réactive, puis on met ça dans un tube, puis qu'on fait une recherche d'anticoagulant lupique, vous voyez que les ratios qu'on a pour l'anticoagulant lupique augmentent au fur et à mesure que la CRP augmente. Donc, dès 5 mg par décilitre, on a des ratios normaux. Donc, il faut quand même prendre tout ce qui existe en termes de recherche d'anticoagulants lupiques un peu à la légère chez des patients qui ont des protéines C réactives très élevées. Je vous amène à la prochaine diapo. C'est la fameuse publication du New England là, qui a commencé la controverse où on avait pris 216 patients, 44 patients avaient un PTT prolongé, un temps de céphéline activé prolongé, puis on a vu que 91 avaient une recherche d'anticoagulants lupiques positif. On n'a pas fait de corrélation dans cette étude avec les complications thrombotiques et d'autres événements au fil du temps. Puis on n'a surtout pas regardé ce qui est arrivé avec ces tests-là 12 semaines ou 24 semaines plus tard. Donc, il y a quand même vraiment un gros bémol sur la notion d'anticoagulant lupique, puis le rôle que ça pourrait avoir dans la prédiction du risque. Je pense que le marqueur le plus important, comme je l'ai mentionné, c'est nettement les dédimères
plus que d'autres tests sanguins jusqu'à présent. Prochaine diapo. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec le coagulogramme? J'ai déjà mentionné que le PT et le PTT peuvent être altérés chez certains patients. Il peut avoir une corrélation avec la protéine C réactive. Le monitoring du coumadin chez des patients qui auraient des valves ou une nécessité d'avoir du coumadin peut devenir difficile parce que si l'INR est anormal à cause d'un effet d'inhibiteur, ben là, l'INR va changer, puis ça peut mettre le coumadin un peu en difficulté pour ce qui est du dosage. Donc, on pourrait penser à changer ces patients-là pour l'héparine de bas-poids moléculaire ou de l'héparine non fractionnée. La même chose va pour le temps de céphaline activé, entre autres aussi parce que les niveaux de facteur 8 et de fibrinogène sont très élevés. Donc, si on demande un TCA pour mesurer l'effet de l'héparine, on va avoir des difficultés. Il faudrait considérer chez ces patients-là doser des anti-DISA plutôt que des TCA pour suivre l'activité de l'héparine non fractionnée. S'il y a une augmentation rapide des dédimères, j'ai souvent la question qu'on me pose, est-ce qu'on devrait anticoaguler ces patients-là? En principe, ça signe une situation où il risque d'avoir une thrombose, mais si on peut valider cette thrombose-là par une imagerie, c'est toujours plus utile parce que ça nous permet d'être plus sûr par rapport à l'utilité de notre traitement. Prochaine diapo. Donc, les quelques dernières diapos, on va parler du risque de thrombose et de la gestion des anticoagulants. Prochaine diapo. Donc, ça, c'est la diapo la plus frappante qui montre que si on suit les patients assez longtemps en soins intensifs, on peut retrouver jusqu'à une incidence de 60 de thrombose veineuse dans un contexte de soins intensifs aux Pays-Bas. Alors, ça a amené beaucoup de controverses à savoir si, malgré une anticoagulation prophylactique, on devrait être plus agressif sur ces traitements. Ça a amené beaucoup de discussions, beaucoup de controverses aussi sur la nécessité de changer notre approche classique par rapport à la prophylaxie à l'hôpital. Prochaine diapo. Donc, c'est le résumé de tout ce qui existe à l'heure actuelle dans la littérature. Il y a des recommandations récentes de la CCP, du CHEST, qui viennent d'être publiées. L'ISTH aussi proposé ses recommandations. Puis ces recommandations sont basées sur de l'evidence medicine. Alors, on parle des études randomisées, on reste pas mal proche de ce qu'on connaît, puis on attend l'évidence pour changer notre pratique. Alors qu'il y a d'autres groupes qui se sont basés sur l'evidence-based medicine. Le groupe français, italien, les Suisses, les Espagnols ont tous proposé des recommandations qui sont basées un peu sur la peur, puis sur aussi leur expérience, où on a vu beaucoup de cas de thrombose malgré la prophylaxie, en nous suggérant d'augmenter chez certains patients la prophylaxie. Prochaine diapo. Alors, nous, au CHUM, ce qu'on a décidé de faire dans ce contexte-là, c'est de réunir un peu les deux approches, puis de proposer une thromboprophylaxie pharmacologique à tous les patients COVID-19 admis à l'hôpital avec des doses que vous connaissez bien. Par contre, dans un contexte d'obésité, on sait que ces patients-là sont plus à risque. Et puis, on a aussi la question à savoir si la dose habituelle est suffisante avec un IMC de plus grand que 30. Donc, on a proposé d'augmenter les doses de façon empirique pour ces patients-là. En insuffisance rénale, bien sûr, on ajuste les doses. Puis, dans un contexte de soins intensifs, c'est là que la plupart des recommandations européennes avaient tendance à nous suggérer d'augmenter des doses de traitement. Alors, on n'a pas fait de recommandations formelles d'augmenter les doses, mais on a dit que dans certains cas, il y aurait peut-être possibilité d'augmenter les doses. Il y a un registre actif au CHUM sur les thromboses et COVID qui a commencé depuis une semaine, puis on va voir le degré d'utilisation de ces doses-là, puis on va voir s'il y a eu un impact aussi qui s'est fait voir au CHUM. Prochaine diapo. Donc, il y a beaucoup d'études actuellement qui comparent justement la prophylaxie standard à la thérapie par héparine plus renforcée. Par exemple, l'étude ATTACK au lieu au CHUM, qui va comparer l'héparine de bois-poids prophylactique à l'héparine thérapeutique chez des patients en soins intensifs. Alors, c'est une des études qui va nous permettre de vraiment voir s'il y a un avantage et s'il y a une absence de risque en termes de segment d'avoir une approche comme celle-ci. Alors, je pense que ça se termine ici. Prochaine diapo. Donc, en conclusion, l'infection au SARS-CoV-2 implique plusieurs composantes de l'hémostase, comme je vous l'ai mentionné. Les dédimères, c'est un marqueur pronostique important qu'on va certainement apprendre à mieux connaître et mieux utiliser pour gérer la clinique. Et puis, si vous voulez des guides de pratique, il y en a de nombreux sur l'Internet présentement qu'on peut utiliser en fonction ou non de notre degré de vouloir avoir des preuves
pour baser notre pratique ou pas. Alors, merci de votre attention. Merci beaucoup, Normand. Magnifique conférence, très à date. On commence à recevoir des questions. Alors, vous pouvez, dans la boîte de clavardage, comme Michel l'avait mentionné, nous envoyer vos questions et nous allons les regrouper, les sélectionner et les soumettre à nos conférenciers. Alors, je vais commencer à la première qui est entrée. Normand, un de nos participants, demande si l'immunothrombose est tributaire de la charge virale. Je ne sais pas la réponse à cette question spécifiquement, mais sans doute. Puis, sans doute qu'il y a un phénomène aussi inné de chaque patient en termes de sa capacité de répondre. Alors, je fais de l'oncologie aussi, là, puis je sais qu'en immunothérapie, on a beaucoup de complications immunes. C'est la même dose pour tout le monde, puis il y a des gens qui réagissent de façon assez violente, alors que d'autres n'ont pas d'effet secondaire du tout, alors qu'ils ont un effet antinéoplasique qui est certain. Alors, je pense qu'il y a aussi un facteur inhérent à chaque personne là, sur sa capacité de répondre. On connaît les facteurs de risque de mauvais pronostics, l'âge, les maladies vasculaires, l'obésité. Alors, il y a certainement quelque chose qui fait que dans certaines conditions, il y a plus aussi de réponses immunes qui amènent à plus de complications, là, forcément. Merci. Il y a une courte question, puis ensuite une un peu plus longue. La première, c'est est-ce qu'il y a un lien entre la LP petit a et les complications thrombotiques chez ces patients? Tu pourrais donner la réponse si tu veux, Normand. Oui, ben vas-y. Moi, je n'ai pas de compétences là-dedans. Bon, on ne le dose pas. Bien sûr, ça augmente le risque thrombotique dans la maladie artérielle périphérique en particulier, puis dans la maladie thromboembolique peut-être en général, mais de toute manière, de façon pratico-pratique, on ne le dose pas chez nos patients. Ça fait que ce n'est pas possible de répondre à cette question-là avec les données que l'on a. Ça m'amène à te poser la question suivante, Normand. Je vais te la lire parce qu'elle est plus longue. Avez-vous des conseils sur l'utilisation des dédimères comme seuil ou pourcentage d'augmentation pour l'anticoagulation et ou pour demander l'imagerie? Il n'est pas toujours possible de faire un angioscan à chaque jour et si le premier scan est négatif, il est difficile de savoir quand recontrôler si les dédimères continuent d'augmenter. Merci. Hâte de voir le guide de l'INES comme commentaire. C'est-à-dire, en fait, c'est là qu'on rentre dans l'eminence-based medicine, puis je vais devoir m'improviser comme étant un éminent. Il faut savoir qu'on n'a pas encore de données. Je vais vous mettre ma première mise en garde, c'est que chaque valeur de dédimère dans chaque hôpital n'est pas standardisée. Alors, 2000 au CHUM, 2000 à Joliette, c'est pas la même chose. Alors, il n'y a pas encore comme on a fait avec l'INR, il n'y a pas moyen de standardiser encore les valeurs pour que ce soit reproductible d'un centre à l'autre. Alors, ça, c'est la première chose, c'est le pré-analytique. Si on mettrait toutes les dédimères sur le même niveau d'égalité, on pourrait peut-être arriver à savoir qu'il y a un seuil qui amène vraiment un risque qui est tellement élevé qu'on dirait il faut anticoaguler. On a des cas, là, puis j'ai eu des appels pour des patients là, qui passaient de 1000 à 3000 à 6000 dans l'espace de 48 heures. C'est vraiment des patients qui sont à haut risque, ça, il n'y a pas de doute. Moi, j'aurais tendance à proposer dans ces cas-là de commencer des anticoagulants, puis de suivre avec de l'imagerie le plus possible par la suite pour voir qu'est-ce qu'on fait, puis de voir qu'est-ce qui se passe. Il y a des recommandations qui ont été faites, particulièrement les recommandations espagnoles qui, eux, disent à 3000, on anticoagule de façon empirique, à full dose, tout le monde. Puis, on n'a pas de données sur ce qui est arrivé à ces patients-là jusqu'à présent. On va certainement avoir des données qui vont être publiées prochainement. Mais c'est tout à fait empirique. Hein? Alors, il faut se baser sur des recommandations. Moi, je vous recommande que dans votre centre, vous faites comme on a fait au CHUM. On fait un guide de pratique. On parle aux intensivistes, on parle aux internistes, puis on voit qu'est-ce que les gens sont confortables de faire. Puis, il y a aussi une question de pharmacie, une question de combien de médicaments on va donner. Si on double la dose d'anticoagulant à tout le monde, ça double le budget de la pharmacie, ça double les doses sans qu'on ait de preuve qu'on fait quelque chose de bien. Alors, il y a quand même ces composantes-là aussi à tenir en ligne de compte.
Merci, Normand. Micro-question associée à celle-là, rapidement, parce qu'il y a d'autres questions que je veux te soumettre. Y a-t-il une fréquence de dédimère que tu penses que les gens devraient considérer aux 2 jours, aux 4 jours ou selon l'évolution clinique? J'ai hâte de voir comment que les gens ont utilisé ça, André, au CHUM, parce que j'ai l'impression qu'on ne faisait pas si souvent que ça. Puis les gens se fient à la clinique, encore une fois, puis ça, c'est peut-être très, très, très bien de continuer de parler, de voir son patient, de voir s'il y a des symptômes, puis de réagir à ces symptômes-là. S'il y a des symptômes, une désaturation rapide, on pense à une embolie pulmonaire, bien, le dédimère à 6000 ou le dédimère à 1000 ne va pas nécessairement changer notre pratique, hein. Donc, je pense que la clinique est importante. Dans un contexte d'études prospectives où on veut avoir des données, moi, j'aurais aimé ça avoir des dédimères à chaque jour pour mes patients avec mon registre. Ça m'aurait permis de répondre peut-être à certaines de ces questions-là. Mais honnêtement, il n'y a pas de recommandation spécifique que je peux faire. Merci. Une question vraiment amusante. C'est la première fois que je la vois. Pour les jeunes femmes avec COVID et sur anovulants oraux, est-ce que vous suggérez de cesser les anovulants à cause du risque de thrombose avec COVID? Là, on est en ambulatoire, bien entendu. Bien, j'ai plusieurs patients que moi, j'ai eu comme je vois ces consultations-là en ambulatoire, là, des patients qui ont des temps de céphaline allongés. Je leur diagnostique un anticoagulant lupique asymptomatique. Ils ne sont pas anticoagulés. Puis dans le temps de la COVID, tout le monde m'appelait parce qu'il avait vu sur Internet que ça augmentait les risques puis qu'ils se ramasseraient avec une thrombose. Je leur ai tous dit qu'il fallait garder les mêmes mesures de protection de tout le monde. Je n'ai pas mis ces gens-là en arrêt de travail, puis je n'ai pas entendu dire qu'il y avait ces patients-là qui avaient eu des complications plus graves. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Une des choses qu'on ne sait pas, c'est le risque des anovulants sur la COVID. Moi, j'aurais peur du risque de grossesse non désirée si on disait à toutes les filles actuellement d'arrêter les anticoagulants. S'il y a une COVID complètement confirmée, qu'est-ce qu'on fait avec les anovulants? Je n'ai pas vu de papier là, qui suggérait quoi que ce soit. Merci. Ouais. 3 petites questions, Normand, avant de passer au prochain conférencier. Donc, en rafale, 3 brèves réponses aussi. Croyez-vous que les microthromboses soient en lien avec l'acrocyanose chez les enfants et ados? Oui. C'est la première. Oui. C'est démontré. C'est démontré. Il y a des publications qui le démontrent assez bien. Merci. À des fins de comparaison, connaît-on l'incidence des thromboses veineuses aux soins intensifs en général hors COVID? C'était comparé avec les autres coronavirus, donc le SARS-CoV-1, le MERS, puis il y a définitivement plus de thromboses par rapport à des données. On a fait aussi des comparaisons avec les pneumonies, les ARDS chez les patients avec pneumonie acquise en communauté, chez les patients avec des ARDS d'influenza, puis il semble avoir plus de thromboses, effectivement. D'accord. Pour compléter cette réponse-là, j'ajouterais que le taux de thrombose aux soins intensifs sous prophylaxie hors COVID est d'environ 5 si on voulait donner un chiffre approximatif. Finalement, une dernière question pour toi, Normand. Pour les milieux qui utilisent l'INOEP, est-ce que l'approche 75 unités par kilo est une bonne approche? Bien, encore là, c'est une solution empirique qui a été proposée par d'autres. Alors, les doses intermédiaires, ça a été largement discuté. Moi, quand j'étais en France juste avant la pandémie, c'est là qu'on a établi les recommandations. Moi, les Nord-Américains sont beaucoup plus tièdes par rapport au changement de pratique basé en l'absence d'évidence, mais là-bas, ils ont assez vu de complications vasculaires qu'ils ont voulu faire quelque chose de différent. Alors, c'est tous basé sur une décision un peu empirique, là, malheureusement, pour l'instant. OK. Il y a une foule de bonnes questions, mais il faut laisser de la place pour nos autres conférenciers. Et j'inviterai peut-être certains, parce qu'il y a des questions sur les anticorps anticardiolipines, etc., qui nous viennent des gens du CHUM même, peut-être d'envoyer un courriel interne à Normand qui répondra à vos questions pour qu'on laisse du temps pour les 3 autres conférenciers. Merci beaucoup, Normand. Merci, André. Ça fait plaisir. Alors, notre prochain conférencier est le docteur Samer Mansour. Samer est un cardiologue-chercheur au CRCHUM de même qu'au CHUM et qui a un intérêt particulier en cellules souches. Samer est extrêmement actif en recherche, en enseignement, plusieurs publications à son égard. Il est un expert en intervention
endovasculaire et en gestion des médicaments antithrombotiques en maladie cardiovasculaire, puis a été malheureusement, comme plusieurs d'entre nous, intimement impliqué dans le soin de patients cardiaques en lien avec le COVID. Alors, Samer, ça va nous faire plaisir que tu nous exposes le point de vue d'un cardiologue vis-à-vis de cette pandémie. Alors, Samer, c'est à toi. Merci, Dr. Roussin, et merci pour le comité de la SSVQ de m'impliquer dans cette activité éducative que je vois est vraiment un grand succès là, par le nombre de participants avec nous ce soir. La tâche qui m'a été attribuée, c'est de parler de la COVID-19 et le lien avec les maladies cardiovasculaires. Diapo suivante. Je n'ai pas de conflit d'intérêt en lien avec cette présentation-là. Diapo suivante. Et les objectifs qu'on a mis pour cette présentation-là, c'est de revoir avec vous les nouveautés de la littérature cardiovasculaire en lien avec la COVID-19, mettre en application les recommandations de la Société canadienne de cardiologie. Et ici, j'ouvre une parenthèse, comme quoi la Société canadienne de cardiologie a été très active et dès les premiers jours de cette pandémie-là qui a commencé à nous frapper au Canada, il y a eu une équipe de réponse rapide sur laquelle j'ai eu le plaisir de siéger, d'être un membre de ce comité-là. Et comme vous avez pu le constater, il y a eu plusieurs communiqués, plusieurs publications en lien avec la gestion des différents volets des maladies cardiovasculaires qui ont été publiés sur le site web ainsi que dans le Journal canadien de cardiologie. En dernier, on va discuter de la prise en charge des patients vulnérables qui souffrent de maladies cardiovasculaires. Prochain diapo. La première chose qu'on a à établir, c'est de savoir un petit peu les caractéristiques des patients hospitalisés avec une infection sévère de COVID-19 et de voir un petit peu ces patients-là, comment ils se comportent et c'est quoi l'issue de ces patients-là pendant leur hospitalisation. Ici, dans le JAMA, en date du 23 avril, il y a eu une publication intéressante où il y a eu 12 hôpitaux qui ont regroupé leurs patients qui ont été hospitalisés à New York entre le 1er mars et 4 avril 2020. Un total de 5 700 patients hospitalisés pour évidemment des formes sévères qui nécessitent une hospitalisation pour la COVID-19. Et la première chose qu'on a regardée, c'est la présence des comorbidités chez ces patients-là. Ce qui frappe, c'est que la grande majorité, et comme vous le voyez bien là dans le tableau à votre gauche, il y a 88% de ces patients-là qui avaient plus qu'une comorbidité présente. Très rares sont les patients qui n'ont pas de comorbidité et qui ont eu des formes sévères de la COVID qui ont nécessité une hospitalisation. Dans les comorbidités, on retrouve les comorbidités cardiovasculaires qui étaient très présentes et en premier, c'est l'hypertension artérielle présente à peu près chez les 2/3 de ces patients-là. C'est suivi évidemment par des patients qui ont un problème de diabète, problème d'obésité, mais aussi des patients qui ont une maladie cardiovasculaire ou une maladie rénale pulmonaire qui sont établis. Mais ce pourcentage-là est autour de 10 à 15% à peu près. Donc, l'hypertension était en tête, suivie par l'obésité et par le diabète. Diapo suivante. Qu'est-ce qui arrive lors d'une infection par la COVID-19? Dr. Blais, dans sa présentation, en a fait part. Il y a une décharge de cytokines en lien avec la suppression du récepteur ACE2 et cette décharge de cytokines-là va activer différents processus en même temps. La dysfonction endothéliale dont on a parlé qui va amener à une microangiopathie avec le risque de thrombose élevé. Et ces cas de thrombose-là ne sont pas juste uniquement dans le lit vasculaire pulmonaire, ça touche le lit artériel, que ce soit coronarien ou artériel périphérique, cérébral ou autre. L'état inflammatoire qui est présent avec la décharge de cytokines qui est présente amène à une certaine instabilité de la plaque elle-même et amène à des ruptures de plaques comme on les a connues, comme on les connaît chez des patients qui nous arrivent avec des ruptures de plaques pour des causes parfois non évidentes. Alors, cette rupture de plaque va amener à des syndromes coronariens aigus, des stémies ou des non-stémies et parfois la présence de la maladie coronarienne avancée chez certains patients sans rupture de plaque, mais avec un mismatch entre la demande très accrue en présence d'un état inflammatoire très élevé
une mauvaise réserve coronarienne va amener une insulte myocardique et va amener à des infarctus qu'on appelle des infarctus type 2, en plus de la désaturation qui va avec l'atteinte pulmonaire qui est grave chez ces patients-là. Oui, le virus peut aller attaquer le myocarde directement par le lien sur le récepteur ACE2 qui se trouve sur les cellules myocytaires. Il y a eu quelques cas de myocardite qui ont été rapportés et ce sont des patients assez souvent qui ont des formes de présentation sévère par de la défaillance cardiaque et qui évoluent vers un choc cardiogénique malheureusement. Diapo suivante. Si on a un chiffre à se rappeler, les gens qui ont la COVID, qui ont une forme sévère, et si on veut savoir quel genre de manifestations cardiovasculaires qu'ils peuvent avoir et c'est quoi le pourcentage de chacun des volets de ces manifestations cardiovasculaires. Un chiffre à retenir, c'est à peu près 20%. 20% des patients vont avoir une insulte myocardique, qu'elle soit directe par le virus, par un mismatch entre la demande et ce que la réserve coronarienne va être capable de fournir, ou par une rupture de plaque directe. 20% des patients vont faire des arythmies. La grande majorité de ces arythmies-là sont des arythmies supraventriculaires, la fibrillation auriculaire, le flutter auriculaire, une tachycardie atriale. Très faible pourcentage, en bas de 5% des patients vont avoir des arythmies malignes, comme la tachycardie ventriculaire ou la fibrillation ventriculaire et des cas qui se présentent par des morts subites. Un autre 20% de ces patients-là vont avoir une atteinte de la pompe cardiaque et de la défaillance cardiaque qui s'installe, soit qu'ils ont une prédisposition, soit qu'ils sont connus, ou qu'il y a une atteinte ischémique qui amène à ça. Rare cas de myocardite, les myocardites fulminantes, comme on a dit, et certains cas de Takotsubo, ou comme on l'a appelé, le Koronatsubo, des gens qui sont stressés par la présence du virus, ce qui amène à une décharge de catécholamine qui est très élevée et qui amène à cette atteinte cardiaque. Chacune de ces manifestations-là, et dépendamment de la sévérité et de l'évolution, peut malheureusement évoluer vers un choc cardiogénique qui augmente le taux de mortalité de ces patients-là. Diapo suivante. Comment on peut déterminer le pronostic du patient qui a une atteinte cardiaque? Évidemment, on a des marqueurs. Les dédimères en cardiologie sont les troponines, comme vous le savez. Et les troponines vont être en mesure, en plus du contexte clinique, du profil clinique du patient, vont être en mesure de déterminer si ce patient-là va avoir un meilleur pronostic comparé à un autre. Alors, si votre patient a une maladie cardiovasculaire et a des montées de troponine, malheureusement, c'est ce que vous voyez en haut de la figure à votre droite. Le chiffre le plus élevé, c'est 70% de mortalité. Patient et maladie cardiovasculaire établie et troponine qui augmente, ça va mal du côté cardiaque. Si le patient va avoir une montée de troponine, mais il n'y a pas de maladie cardiovasculaire établie, dans ce papier-là publié dans le JAMA Cardiologie le 27 mars 2020, la mortalité est coupée de sa moitié, autour de 37%. S'il a une maladie cardiovasculaire, mais il a une bonne réserve cardiaque, les troponines ne bougent pas, le taux de mortalité baisse à 13%. Et le groupe qui a le plus faible taux de mortalité, c'est des patients qui n'ont pas de maladie cardiovasculaire établie et qui n'ont pas de marqueurs cardiaques qui vont se mobiliser chez ces patients-là. Et le taux de mortalité est situé dans ce papier-là autour de 7%. Diapo suivante. Comme il y a des mauvaises nouvelles pour les patients qui sont âgés, les patients qui ont une maladie coronarienne présente, qui ont un tableau de défaillance cardiaque qui est présent, qui sont connus avoir fait de l'arythmie, qui fument, qui ont une mauvaise réserve pulmonaire, les MPOC, tous ces patients-là vont avoir un taux de mortalité qui est plus élevé quand ils sont frappés par la COVID, et évidemment les formes sévères de la COVID pendant l'hospitalisation. Ce que vous voyez ici, l'augmentation de risque qui peut doubler le risque de mortalité qui vient d'une série de 8 900 patients admis entre le 20 décembre et le 15 mars qui a été publié dans le New England Journal of Medicine, a montré que plus que le patient est âgé, puisqu'il y a une maladie cardiovasculaire sous-jacente ou une maladie pulmonaire, une mauvaise réserve pulmonaire reliée au tabagisme, ceci va augmenter le taux de mortalité. Cependant, et de l'autre côté, les femmes étaient protégées avec
avaient moins de mortalité comparée aux hommes. Et il y a certains médicaments qu'on sait qui ont un rôle cardioprotecteur, comme les modulateurs de système rénine-angiotensine ou les statines. Si les patients étaient admis à l'hôpital avec ces traitements-là et recevaient ce traitement-là, ceci amenait à une amélioration de l'issue de patients avec moins de mortalité. Ils avaient un effet protecteur pour baisser la mortalité selon ce papier-là. Diapo suivante. Évidemment, l'hydroxychloroquine, parlons des médicaments, l'hydroxychloroquine a toujours suscité de discussions sur la sécurité d'utiliser cet agent-là. Premièrement, la pertinence de l'utiliser. Comme vous savez, la série des études qui ont été publiées ont montré que comme quoi, finalement, il y avait très peu d'impact sur l'issue clinique des patients atteints par la COVID. Ici, j'ai mis juste une diapositive d'un papier publié dans le New England Journal of Medicine qui n'a pas montré que comme quoi il y a un effet bénéfique d'utiliser de l'hydroxychloroquine. Cependant, on sait très bien que c'est une molécule qui peut allonger le QT. Il y a eu des cas de rapportés de torsade de pointe. Et dans les séries des études qui ont été rapportées, on voyait qu'il y a une certaine tendance à l'augmentation de la mort subite par des arythmies induites par l'utilisation de cette molécule. Et comme vous savez, les recommandations de l'INES ne pointent pas vers l'utilisation de cette molécule-là, que ce soit en prophylaxie ou que ce soit pour le traitement de la maladie. Il y a des études qui continuent à recruter des patients à large échelle pour savoir s'il y a vraiment un effet favorable à l'utilisation de cette molécule. La diapo suivante. L'insuffisance cardiaque, vu qu'il y a des symptômes respiratoires qui prédominent chez les patients qui sont atteints par la COVID, et vu comme on a vu que la COVID affecte le cœur et peut amener chez 20% des patients une manifestation qui ressemble à la défaillance cardiaque. La défaillance cardiaque était au centre de l'intérêt des recommandations de ce qui ont été établies par la Société canadienne de cardiologie. Et ce qu'il faut savoir, dans les formes précoces et au début de la maladie, quand on a la première réponse à la phase virale, le myocarde réagit par une augmentation des pressions de remplissage, par l'atteinte inflammatoire elle-même, et il y a des symptômes qui sont en lien avec la défaillance cardiaque, mais avec une fraction d'éjection qui est préservée. Plus que l'atteinte inflammatoire et la décharge des cytokines devient plus élevée, plus qu'on a un mismatch d'une maladie coronarienne qui est présente, puisqu'on a des syndromes coronariens aigus qui vont se manifester, ou plus qu'il y aura une atteinte myocarditique directe, plus que le patient va évoluer vers la défaillance cardiaque avec une fraction d'éjection qui est réduite. Et ce sont les patients qui vont être les plus malades, qui vont avoir un tableau de choc mixte relié à l'inflammation, à l'ARDS et à la myocardite qui est présente chez ces patients-là. Diapo suivante. Comment on peut départager un petit peu entre les deux? Toujours voir le contexte clinique qui prédispose le patient à avoir l'un ou l'autre de ces tableaux cliniques. Regardez s'il a été en contact, regardez d'où il vient, regardez s'il y a des symptômes en faveur d'une atteinte virale présente, la toux, la myalgie, la fatigue, la fièvre, comme on sait, elle peut être présente dans 50 à 80% des cas de COVID, alors on ne peut pas juste se fier sur ça. Si le patient est connu avec de la défaillance cardiaque, il va reconnaître le début de symptômes de décompensation, il va reconnaître qu'il y a un gain de poids, qu'il y a de la dyspnée, qu'il y a de la DPN, qu'il y a de l'orthopnée qui s'installe et il va nous appeler pour dire que je décompense comme ma dernière décompensation qui m'a amené à une hospitalisation. Si le patient n'est pas connu à avoir de la défaillance cardiaque, alors ça va nécessiter une prise en charge, un bilan pour départager entre un tableau de COVID ou un tableau de COVID qui amène à une défaillance cardiaque. Chez certaines formes légères, comment on les gérait, on essayait de les traiter pour la défaillance et voir l'évaluation au bout de 48 heures s'il y a un symptôme. Et quand on a des doutes, le dépistage pour la COVID s'impose. Les tests avec des diurétiques chez des patients qui gagnent du poids, particulièrement s'ils gagnent 2 livres en 2 jours ou 5 livres en une semaine, on peut faire un test en poussant les doses de diurétiques s'ils étaient sous diurétiques ou les initier initialement et réévaluer toujours 48 heures plus tard, voir comment ils réagissent à cette stratégie-là. S'ils s'améliorent, ça confirme qu'il y a un tableau de défaillance cardiaque qui était présent et qui est décompensé et qui nécessite une optimisation de la prise en charge par la suite. Diapo suivante. Au-delà de
complications cardiaques directes induites par la COVID elle-même. Comme on le sait très bien, cette pandémie-là a ralenti la planète en entier. Mais ça a ralenti également la présentation des patients en infarctus et la visite des patients à l'urgence, particulièrement pour des patients qui se présentent en infarctus. Diapo suivante. Plusieurs papiers, que ce soit au Canada, que ce soit en Europe, aux États-Unis, ont montré que l'activité pour la revascularisation coronarienne a été ralentie d'une façon significative. Ce papier que vous voyez à l'écran est un papier qui vient de l'Espagne, où on a regroupé les données de 63 centres qui font de l'hémodynamie pour voir qu'en cours de route, entre le 24 février et le 1er mars, et les procédures ont été dans la période de la pré-pandémie, ce que vous voyez en vert. Vous regardez juste la première semaine de la pandémie entre le 16 et le 22 mars et vous constatez que juste des interventions pour des angioplasties primaires pour des gens qui arrivent en STEMI ont baissé de 40%. Ce chiffre-là a été reproduit dans notre réalité ici au CHUM, à Laval, au Québec, au Canada, aux États-Unis. Partout, il y a eu une baisse de 40% des STEMI. Et on se demandait où sont partis ces infarctus de myocarde. Ce n'est pas parce que les gens sont confinés chez eux qu'ils vont arrêter de faire des infarctus. Et à large échelle, il y a eu moins de procédures diagnostiques qui ont été faites, évidemment moins de procédures de revascularisation, et tout ça peut amener à des conséquences chez ces patients-là et un impact sur le taux de mortalité cardiovasculaire à long terme chez ces patients-là. Diapo suivante. Pas juste le nombre de patients qui se présentent en infarctus avec sus-décalage a diminué. Cependant, les patients nous arrivaient avec trop de délai entre le début de symptômes et leur arrivée à l'urgence et leur appel au 911 ou l'appel de l'ambulance. Si vous prenez période pour période, ce qui s'est passé entre 2018 et 2019, on sait que le début de contact avec le patient, dès le début de symptômes, jusqu'au moment où on débloque la coronaire et on reperfuse la coronaire, idéalement, il devrait être en dedans de 120 minutes. Et si vous regardez la colonne au milieu, 2018-2019, on était autour de 82 minutes. Regardez la colonne à gauche, entre le début janvier et la période de confinement, on est à 318 minutes. Les patients, ça prend 5 heures, 6 heures du moment où les symptômes commencent pour aller chercher un contact médical. Et tous ces délais-là, évidemment, imposent des délais pour aller ouvrir le vaisseau, pour aller reperfuser la coronaire, évidemment avec plus de dommages myocardiques, mais aussi plus de complications mécaniques reliées à des présentations tardives des patients qui se présentent en infarctus. Je peux vous dire, en quelques mois, on a vu des cas de communication interventriculaire, des CIV, des ruptures de pilier mitral, des anévrismes, des pseudo-anévrismes, des tempêtes arythmiques, comme on ne voyait pas dans 1 an ou 2 de pratique. On les a vus condenser sur une période de quelques semaines et quelques mois. Diapo suivante. Évidemment, on peut s'attarder sur la cause de cette baisse de nombre d'infarctus. Si vous regardez l'algorithme à gauche de l'écran, il y a plusieurs facteurs qui prédisposent à ça. Il y a le comportement de patients. On a dit aux patients de ne pas sortir de chez eux, de ne pas venir à l'hôpital, de rester confinés chez eux. Ils ont écouté. Et malheureusement, il y a des patients qui ont besoin d'une certaine structure, un certain support pour les supporter, que ce soit le support familial, le support des aidants naturels, qui les a poussés à rester chez eux. Il y a des patients âgés qui ont des manifestations atypiques parfois de leur infarctus ou des patients diabétiques qui peuvent faire des infarctus silencieux. Ces patients-là sont restés chez eux et il y a eu moins d'infarctus. On a évoqué certains rôles reliés à la baisse de la pollution parce qu'il n'y avait pas de voitures sur les routes, il n'y avait pas d'usines qui travaillaient et la pollution, on sait, entre autres, c'est un paramètre qui peut amener à une instabilité de la plaque et des ruptures de plaque. La cigarette, les habitudes de vie des gens. Les hôpitaux eux-mêmes ont eu une façon de gérer leur salle de triage qui était bouleversée par la COVID et les zones qu'on départageait. Alors, tout ça peut amener un certain retard dans le triage des patients. Et évidemment, tout ça n'est pas sans conséquence sur la prise en charge de ces patients-là pour amener la revascularisation et la perfusion appropriée et réduire le taux de complications tardives et amener la survie de ces patients.
La dernière information que j'aimerais communiquer avec vous, que vous voyez sur les deux figures en haut de l'écran, ça, c'est des données qui viennent de l'Italie, qui répètent la même chose, que comme quoi on a eu une baisse du taux des infarctus, mais que depuis que la Société italienne de cardiologie a émis un avertissement à la population pour les inviter à consulter pour le moindre symptôme, vous voyez la courbe en verte sur la figure qui est la plus à droite de l'écran, qui a commencé à monter et les patients, on a vu qu'il y a un certain mouvement, les patients étaient à l'écoute et ont été pour consulter et pour aller chercher de l'aide médicale avec des symptômes qui évoquent un infarctus de myocarde. Diapo suivante. J'arrive à la fin de ma conclusion avec 3 messages clés que j'aimerais vous garder. La mortalité en lien avec la COVID-19 est la plus élevée chez les patients qui ont une maladie cardiovasculaire. Donc, bien trier ces patients-là, bien les prendre en charge. Le jugement clinique est la clé pour départager le tableau de la COVID-19 et de la défaillance cardiaque décompensée. Les complications cardiovasculaires ne sont pas seulement reliées à la COVID-19 elle-même, elles sont reliées à des conséquences indirectes de la pandémie et du confinement, et il faut les surveiller dans les semaines et dans les mois à venir. Merci encore de l'attention et de m'impliquer dans cette activité-là. Je suis prêt à prendre vos questions et vos commentaires. Merci, Samer. Il y a déjà des questions. Certaines ont déjà été répondues, dans le fond, par ta présentation à mesure que tu avançais, mais j'en retiens 2 en particulier. Une est la suivante. Puisque le rythme d'arythmie est d'environ 10 à 15 %, doit-on superviser le rythme des patients à l'étage hors des soins intensifs? Alors, tout dépend du contexte clinique de patient. Si le patient est connu pour avoir fait de l'arythmie dans le passé, oui, il est nécessaire d'avoir dans les premières 24-48 heures un monitoring à l'étage. Si les patients ne sont pas connus pour avoir ce genre de problème-là dans leur passé médical, s'ils ont des symptômes de palpitation ou de l'essoufflement, ou sinon on a le moindre marqueur cardiaque, que ce soit clinique ou paraclinique, à l'ECG, les troponines, les BNP ou NT-proBNP qui sont au-delà de la normale, une télémétrie de 24 heures s'impose chez ces patients-là. Merci, Samer. Une dernière question. Suggérez-vous une cible de tension artérielle et de pouls pour limiter le travail cardiaque et possibilité de mismatch chez les patients COVID sévères? Très bonne question. Alors, les patients qui ont des formes sévères de COVID, il faut faire attention parce qu'ils sont dans un état inflammatoire. Il peut y avoir une certaine vasoplégie parfois et la pression baisse d'une façon naturelle chez ces patients-là et on est invité à jouer un petit peu avec la dose de leur antihypertenseur s'ils ne sont pas décompensés du côté rénal. Mais règle générale, oui, ce qu'on aime bien chez ces patients-là, c'est qu'au repos, pour réduire le mismatch qui existe entre la demande et ce que la réserve coronarienne fournit de ces patients-là, c'est d'avoir des tensions artérielles systoliques entre 120 et 130 et une fréquence cardiaque au repos entre 50 et 60. Évidemment, si l'état hémodynamique de patient le permet, la fonction rénale le permet. Merci, Samer. Il y a des questions qui, dans le fond, vont être couvertes un peu par Michel Vallée pour les IECA, les bras. Mais une dernière pour toi, Samer, qui vient de rentrer. Brièvement, s'il te plaît, comment suspecter une myocardite due au COVID dans une situation d'urgence? Alors, le tableau clinique, ce sont des gens qui ont un tableau de défaillance cardiaque de nouveau assez souvent, qui arrivent avec un flush OAP, qui ont des arythmies qui sont présents et évidemment, des marqueurs comme les BNP ou les NT-proBNP vont être d'une grande utilité. Et le test ultime, c'est l'échographie cardiaque qui confirme le diagnostic. Formidable, extrêmement clair. Merci infiniment. Et nous allons donc passer à notre 3e conférencier, le Dr Sylvain Lantier, qui est neurologue, professeur à l'Université de Montréal, très actif sur le plan pédagogique, qui fait d'ailleurs partie du Consortium neurovasculaire canadien et qui est responsable d'un registre international très intéressant sur les angioïdes primaires du système nerveux central, dont un des autres intérêts qui sont multiples sont les AVC chez les jeunes adultes. Sylvain est un élément important de la SSVQ qui a débuté l'axe neurologique de la SSVQ. C'est donc un plaisir renouvelé ce soir que Sylvain va nous entretenir de COVID et AVC. Alors, Sylvain, c'est à toi.
Alors, merci pour l'invitation. Je vais prendre la prochaine diapo. J'ai aucun conflit d'intérêt potentiel. J'ai beaucoup d'interactions avec différentes compagnies pharmaceutiques, mais j'ai pas réussi à trouver un lien, un conflit d'intérêt potentiel ici en lien avec la présentation de ce soir. Prochaine diapo. Alors, les objectifs de ma présentation sont d'offrir un traitement optimal de recanalisation de l'AVC hyperaigu. Dr. Mansour a parlé du défi de la prise en charge rapide des patients avec infarctus du myocarde aigu. On a la même expérience avec l'AVC hyperaigu et on va discuter de ça un petit peu ce soir. Deuxièmement, troisièmement, poser un diagnostic étiologique de l'AVC dans le contexte de COVID-19, mais deuxièmement, identifier aussi les défis liés à la COVID-19 dans la prise en charge de l'AVC. Donc, quand le patient arrive, il y a beaucoup de barrières qui font en sorte qu'il y a des délais associés à la prise en charge de l'AVC aigu, puis il y a des façons de contourner ces délais-là. Évidemment, le diagnostic étiologique de l'AVC, c'est un peu un intérêt personnel que j'ai depuis tellement d'années. Ça reste vrai dans la COVID-19. On en discutera un peu ce soir. Prochaine diapo. Alors, Dr. Blais a discuté d'une façon vraiment intéressante du lien entre la thrombose et l'immunologie ou l'inflammation. Donc, au début de la COVID-19, c'était évident que l'inflammation conduisait à la thrombose, mais de plus en plus de données récentes suggèrent que le chemin inverse reste possible. On a parlé de dysfonction endothéliale et d'endothélites qui conduisent à la thrombose. Un papier de revue dans Nature Review Immunology a récemment été publié, puis c'est vraiment un document intéressant. Je ne referai pas la présentation du Dr. Blais parce que je n'arriverai vraiment pas à arriver à une qualité aussi spectaculaire que celle du Dr. Blais. Alors, prochaine diapo. Donc, il y a deux types de patients qui arrivent à l'urgence avec un AVC. Il y a des patients qui ont déjà des symptômes de COVID infectieux avant l'AVC, puis qui, en fait, qui a un intervalle entre les symptômes infectieux et l'AVC lui-même. En général, chez les patients qui ont été hospitalisés pour AVC, on notait un intervalle d'environ 10 jours, mais il y a vraiment un spectre d'intervalle qui varie de 1 jour à 1 mois pratiquement. Donc, tout patient avec symptômes infectieux peut avoir un AVC finalement, même si c'est le lendemain des symptômes infectieux. Il y a aussi un autre groupe de patients, le deuxième groupe, qui n'ont aucun symptôme infectieux. En fait, c'est ce qu'on était habitué de voir avant la COVID. La majorité des patients, même aujourd'hui en pandémie de COVID, n'ont pas la COVID, ceux qui n'ont pas de symptômes infectieux, et on reste avec la même approche diagnostique étiologique qu'auparavant. Mais il y a quand même, à partir des données récentes, une minorité de patients qui n'ont pas de symptômes infectieux, mais finalement, au fil des jours, on voit apparaître les symptômes de COVID. Puis finalement, il y avait une COVID asymptomatique et ils ont développé une présentation thromboembolique. Puis ça a été un peu la forme de présentation de la COVID. Il y a un papier qui revoyait les différents symptômes neurologiques isolés chez les patients qui n'avaient pas de symptômes infectieux. Quelle était la probabilité de COVID-19? Bien, chez les patients confus, 8 patients avec céphalée, environ 10 puis un étourdissement sans plus de détails, c'était 17 Donc, ce sont des symptômes relativement non spécifiques, mais qui peuvent prédire une COVID chez environ 10 à 15 des patients. Donc, la prochaine diapositive, le problème avec la COVID, c'est que le patient arrive à l'urgence, on se dit, OK, s'il y a des symptômes infectieux, c'est probablement une COVID. Il n'y a pas de symptômes infectieux, ça nous reste derrière la tête en disant, c'est peut-être une présentation thromboembolique d'une COVID où il y a peut-être des symptômes infectieux qu'on n'arrive pas à reconnaître. Vous savez, les patients avec AVC hyperaigu ont parfois une aphasie, parfois une anosognosie, parfois une confusion. Donc, c'est assez difficile parfois d'avoir un questionnaire fiable. Donc, ça nous reste derrière la tête. Puis ça, c'est associé à des délais. Puis malheureusement, avec les délais pour conduire à la thrombolyse intraveineuse par TPA ou à la thrombectomie ou aux autres neuro-interventions, bien, chaque délai est associé à une perte d'efficacité. Si on regarde un patient qui est traité rapidement avec thrombectomie,
bien, il y a 2 fois plus de chances d'avoir un pronostic favorable quand le patient est traité à 60 minutes versus beaucoup moins efficace plus le temps passe. Prochaine diapositive. Donc, d'une part, le neurologue à l'urgence qui reçoit un patient avec peut-être un AVC se dit, bien, ça serait bon d'aller vite parce que je sais que chaque minute compte, mais en même temps, c'est possible qu'il y ait un COVID, il y a des précautions à prendre. Puis ici, j'ai pris un exemple d'un patient de 47 ans pour identifier quelques sources potentielles de retard dans la prise en charge de l'AVC, donc perte d'efficacité du traitement de recanalisation. Il s'agit d'un homme de 47 ans sans antécédent médical qui a comme symptôme, en fait, une atteinte de l'état général céphalée et tout depuis 4 jours. En période de pandémie, disons qu'une lumière rouge s'allume. En plus, il fait de la fièvre et il est confus depuis le réveil le matin même de l'AVC. Il y a eu un délai pour alerter 911 parce que la famille et le patient lui-même avaient peur d'attraper la COVID à l'hôpital. Ça, c'est quelque chose, Dr. Mansour en a parlé pour l'infarctus du myocarde. C'est aussi vrai en AVC hyperaigu. Il y a eu une baisse des consultations rapides en AVC hyperaigu à cause de la peur d'attraper la COVID à l'hôpital. Chez des patients qui, de toute évidence, avaient ou non une COVID lors de l'AVC. Donc, le patient arrive à l'urgence, il y a un triage, avant d'arriver à l'urgence, il y a un triage des ambulances. Puis finalement, si on raconte céphalée, tout atteint de l'état général, fièvre et confusion, ça ne sonne pas tellement AVC. Donc, la priorité n'est pas au premier rang. Le patient finit par être allé chercher, va être cherché par l'ambulance, mais pas aussi rapidement que s'il s'agissait d'un AVC soupçonné. À l'hôpital, le patient arrive, il y a des délais aussi liés à la protection de la COVID. Ensuite, il y a un défi diagnostique parce que, comme je le disais, il y a une communication qui est souvent difficile avec les AVC hyperaigus. Puis, comme les proches ne peuvent pas rentrer dans la salle d'urgence avec le patient, il y a une information qui est limitée en l'absence de proches. En plus de ça, le patient avec fièvre et céphalée et déficit focal, bien, c'est possible que ce soit un AVC, mais c'est très possible aussi qu'il y ait un encéphalite, qu'il y ait un diagnostic différentiel. Avant de porter le diagnostic d'AVC, il faut certainement considérer une encéphalite. On pense à l'herpès simplex, mais il peut y avoir d'autres choses qui donnent fièvre, céphalée, déficit focal. Ensuite de ça, si on dit, OK, c'est un AVC, bien, AVC plus fièvre, le premier diagnostic qui me vient en tête, en dehors de la période COVID, c'est l'endocardite, qui est une contre-indication en soi à la thrombolyse intraveineuse. Donc, on voit encore ici une barrière potentielle de traitement efficace de recanalisation. On demande un CT angio pour voir ce qui se passe, mais l'équipe de radiologie peut avoir certaines réticences à prioriser ce patient-là, puis pour éviter la contagion aux autres patients qui auront des tests subséquemment, donc préfère faire les tests des autres patients d'abord, donc délai additionnel. Puis ensuite, OK, il y a un caillot visible dans l'artère cérébrale moyenne, c'est un AVC, le patient est éligible, mais je n'ai pas encore reçu les tests sanguins. Dr. Blais mentionnait le fait que souvent, quand il y a une thrombocytopénie, c'est une complication de la COVID plutôt qu'un marqueur de COVID. Donc, ce n'est pas nécessairement un risque de saignement, mais par contre, des plaquettes en bas de 100 x 10 à la 9, c'est une contre-indication à la thrombolyse. Donc, encore une fois, tant qu'on n'a pas reçu la formule sanguine, on est moins en sécurité de thrombolyser le patient. En dehors d'une période de COVID, si on n'a pas les tests sanguins, s'il n'y a pas d'histoire suggérant un risque hémorragique, on n'hésite pas à thrombolyser. Ici, en période de COVID, il peut y avoir certaines réticences. Globalement, probablement pas. Probablement que c'est non justifié, mais ça reste quand même préoccupant jusqu'à temps qu'on ait des preuves, des évidences de la littérature. Puis ensuite, un patient avec AVC lié à la COVID, est-ce qu'il y a un bénéfice de thrombolyse et de neuroradiointervention? En fait, on a peu de données de la littérature qui nous démontrent qu'il y a un bénéfice. Prochaine diapo. Ou en fait, qui nous démontre qu'il y a un bénéfice ou bien qui nous démontre qu'il n'y a pas de bénéfice. C'est un point d'interrogation finalement. Donc, devant tous ces obstacles-là potentiels, il y a eu des lignes directrices qui ont été émises, incluant des lignes directrices canadiennes, et pour ce qui est de la prise en charge de l'AVC hyperaigu et aussi des lignes directrices en neuroradiointervention. Globalement, l'AVC reste une urgence.
Comme pour l'infarctus du myocarde, il y a eu des informations qui ont été diffusées par la Fondation canadienne des maladies du cœur et de l'AVC, soulignant en fait les délais inappropriés lorsqu'on a un AVC pour alerter le système ambulancier. Il a été souligné que c'est important d'alerter avec, en fait, rapidement le système ambulancier pour qu'il y ait une prise en charge rapide. Pour surmonter les délais reliés à la précaution pour la COVID, il y a des lignes directrices qui sont établies. Il doit y avoir des protocoles instaurés, puis la plupart des hôpitaux aujourd'hui suivent des protocoles systématisés pour prendre en charge les patients de l'arrivée à l'urgence jusqu'au congé. Donc, à l'urgence, il y a un questionnaire de dépistage rapide à l'arrivée. Pour les patients non questionnables à cause d'une aphasie ou autre problème, les patients sont considérés COVID positifs et traités en général sous pression négative actuellement. Jusqu'à preuve du contraire, les patients seront considérés comme COVID positifs. Pour les patients qui sont éligibles, qui ont un AVC qui serait éligible à la thrombolyse ou thrombectomie, en fait, on utilise les mêmes critères d'éligibilité et les mêmes protocoles puisqu'on n'a pas de données de la littérature qui nous suggèrent que l'AVC, dans le contexte de COVID-19, se comporte de façon différente. Pour la neurointervention, on va préférer utiliser une sédation contrôlée parce que, évidemment, l'intubation est liée à un risque de contagiosité. Puis, s'il doit y avoir une intubation anticipée, c'est mieux de la faire de façon élective à l'urgence que de la faire d'une façon urgente dans la salle de neuroradiointervention. Donc, avec une approche systématisée comme ça pour les patients avec ou sans COVID, mais avec un point d'interrogation, c'est susceptible de réduire les délais de prise en charge de l'AVC, d'augmenter l'efficacité de ce traitement, du traitement de recanalisation. Prochaine diapositive. Bon, quelles sont les données de recanalisation dans l'AVC chez les patients avec COVID-19? Vous voyez, il n'y a vraiment pas beaucoup de données, comme vous allez voir. Il y a une série de 6 patients. Un seul avait été traité avec thrombolyse et les symptômes étaient chez ce patient-là d'une durée de 8 jours. En fait, ça soulignait que la plupart des patients n'étaient pas éligibles à la thrombolyse parce qu'ils se présentaient tardivement. Puis le patient qui a été traité avec thrombolyse, on n'a pas l'évolution de ce patient-là. Il y a un rapport de cas de thrombolyse avec, en fait, il y a un de ces 6 patients, un rapport de cas avec des symptômes de COVID depuis 2 semaines, un NIH Full Scale score à 4 avant thrombolyse et qui est resté avec un NIH Full Scale score de 4. Donc, la thrombolyse n'aurait pas eu d'effet, pas de détérioration, pas d'amélioration chez ce patient-là. Puis enfin, il y a une série de 5 jeunes patients se présentant pour AVC non lacunaire, donc une occlusion d'une artère de grand calibre. Puis les symptômes de COVID n'étaient pas toujours présents. Il y avait 2 des 5 patients qui n'avaient pas de symptômes de COVID lorsqu'ils sont présentés pour un AVC. Vous voyez les délais. Habituellement, les AVC, les patients se présentent assez rapidement, surtout les jeunes vont se présenter assez rapidement parce que c'est franchement inhabituel d'avoir un déficit neurologique aigu. Mais dans cette série de 5 jeunes avec AVC, 2 à 28 heures post-début des symptômes, c'est un délai qui est au-delà de ce qu'on voit habituellement. Et chez ces patients-là, il y en avait un seul qui se présentait en deçà de 4,5 heures, donc un seul qui a pu être traité par thrombolyse. 4 sur 5 ont été traités par neuroradiointervention. Puis, si on regarde le score de sévérité du handicap neurologique, le NIH Full Scale Score était réduit chez la plupart des patients, mais il y a un des patients chez qui on ne pouvait pas avoir les données parce que le patient était intubé. Donc, c'est les seules données qu'on a pour évaluer le traitement de recanalisation dans l'AVC lié à la COVID-19. Prochaine diapo. Il y a aussi une série de 5 AVC non lacunaires. Les patients avaient des symptômes de COVID qui pouvaient varier de quelques heures ou le jour même de l'AVC jusqu'à 8 jours ou 14 à 21 jours post-début des symptômes. L'AVC
étaient associés typiquement à des changements dans cette série-là qui étaient relativement marqués sur l'imagerie du cerveau. C'est ce qu'on appelle le aspect score. Ça détermine la sévérité de l'infarctus lorsque le patient se présente. Puis des aspects à 5 ou 6, déjà là, le bénéfice de la thrombolyse est tout à fait discutable. Donc, la majorité avait des changements visibles sur le CT scan lorsqu'ils se sont présentés, illustrant le fait qu'ils se présentaient de façon tardive post-début de l'AVC. Sur l'imagerie, on documentait une occlusion artérielle. Le traitement 2 sur 5 ne pouvait pas être traité ni par thrombectomie, ni par thrombolyse intraveineuse. Puis il y en avait 2 sur 3 qui étaient traités avec TPA, en plus de neuroradiointervention chez les 3. Vous voyez, 3 décès sur 5, une invalidité importante, MRS à 5, ça veut dire que le patient a besoin d'un support infirmier 24 heures sur 24, puis MRS à 4, c'est un mauvais pronostic aussi. Donc, dans cette série-là d'AVC non lacunaire, on voit que même la neuroradiointervention avec ou sans thrombolyse n'était pas tellement efficace. Mais en fait, ça illustre surtout le fait, là, ces 2 séries-là qui suggèrent un pronostic un peu décevant, mais ça illustre le fait que les patients se présentent trop tard. Puis on le sait dans l'AVC, même en dehors de la COVID, si les traitements hyperaigus sont faits tardivement, le bénéfice est moins grand. Chez les patients avec COVID, quelle est la mortalité? C'est environ 38 %. La sévérité de la COVID, c'est en fait le meilleur marqueur de mortalité de l'AVC. La mortalité peut être généralement estimée par 6 cibles de la COVID. Ce sont les cibles respiratoires, coagulation, cardiologique, neurologique, foie et rein. S'il n'y a aucune des cibles atteintes, 3 % de mortalité. Si les 6 sont atteintes, 91 % de mortalité. Donc, c'est certainement extrapolable à la COVID. Puis, on voit que la mortalité est assez importante chez les patients avec COVID puisque ces atteintes-là sont fréquentes dans la COVID-19. Tellement qu'il est possible que le traitement hyperaigu de la COVID sévère soit relativement futile. Puis, les protocoles publiés qui détaillent la neuroradiointervention dans la COVID-19 posent un bémol chez les patients avec atteinte sévère. Prochaine diapositive. Ici, en fait, pour l'AVC survenant durant l'hospitalisation, quel est le risque d'AVC lorsque les patients ont une COVID-19 à l'étage? Bien, AVC ischémique, c'est 5 %. C'est beaucoup plus fréquent que la thrombose veineuse cérébrale et beaucoup plus fréquent que l'hémorragie intraparanchymateuse, 0,5 % chacun. Chez le patient qui est hospitalisé pour COVID, on parle d'une COVID, donc il y a une répercussion clinique substantielle. C'est un défi diagnostique assez important parce que cliniquement, quand on a des patients à l'étage avec COVID, l'évaluation clinique est quand même minimale pour éviter la contagiosité de la COVID. Donc, on tend à examiner nos patients avec COVID de façon moins fréquente. Il peut y avoir un certain délai dans la reconnaissance de l'AVC. C'est encore pire, dans le fond, chez les patients aux soins intensifs parce que, d'une part, les AVC et autres complications thromboemboliques sont très fréquentes. Ça atteint jusqu'à 50 % des patients aux unités de soins intensifs, malgré une thromboprophylaxie, selon des données tout à fait récentes. Mais il y a un bénéfice en plus, un bénéfice thérapeutique qui peut être atténué par une mortalité élevée. De toute façon, en dehors de la COVID, les patients qui sont aux soins intensifs ont une mortalité élevée. Si en plus, ils se tapent un AVC, bien, la mortalité est encore plus grande, puis probablement qu'il ne devrait pas y avoir de neurointervention chez le patient qui est instable aux soins intensifs, par exemple, qui a un syndrome de détresse respiratoire ou qui a un ECMO. Donc, ça résume un peu l'approche des patients avec AVC aux soins intensifs ou durant l'hospitalisation. C'est vraiment important d'être à l'affût des symptômes neurologiques focaux et conseiller la possibilité d'un AVC rapidement à la suite de leur survenue. Probablement moins utile aux soins intensifs puisque le pronostic est mauvais, mais certainement chez les patients stables à l'étage, en dehors des soins intensifs, c'est une bonne idée d'assurer une évaluation clinique pertinente lorsqu'il y a des symptômes neurologiques focaux qui sont rapportés. Prochaine diapositive.
Bon, après le traitement hyperaigu, qu'est-ce qu'on fait avec les patients? Bien, les patients doivent, une fois qu'ils ont une thrombolyse ou thrombectomie, devraient être rapidement orientés vers l'unité d'AVC. Le fait d'être dans une unité d'AVC, c'est aussi efficace pour prédire un bon pronostic que la thrombolyse elle-même. Donc, un patient avec COVID devrait être orienté à l'unité d'AVC. Ça prend une unité, évidemment, qui est équipée pour prendre en charge les patients avec COVID. Idéalement, préférablement, c'est-à-dire à l'orientation vers les soins intensifs, parce que la même efficacité n'est pas nécessairement démontrée pour les soins intensifs chez les patients avec AVC hyperaigu. Simplement parce que le personnel n'est pas nécessairement formé pour reconnaître les complications de l'AVC hyperaigu, bien qu'évidemment leur qualité est non discutable. Même l'éligibilité aux soins intensifs peut être évaluée suivant la survie anticipée. Il y a des lignes directrices qui recommandent de ne pas admettre aux soins intensifs les patients qui, de toute façon, ne devraient pas survivre à un AVC. Puis ça, c'est sans égard à la qualité de la vie qui est anticipée. Prochaine diapositive. Bon. Pour ce qui est du traitement antithrombotique, le risque, Dr. Blais a fait une superbe présentation, à mon avis, qui résumait le risque d'événements thromboemboliques. Puis, à la suite d'un AVC ischémique, certainement que ce risque-là est grand. La thrombose veineuse est une complication fréquente de l'AVC aigu en dehors de la COVID, alors encore plus dans le contexte d'une COVID. Il peut y avoir aussi un AVC récivent ou des thromboses, comme je le disais, dans d'autres lits vasculaires, artériels ou veineux. Le traitement optimal est indéterminé. Puis en fait, Dr. Blais mettait en garde contre l'approche européenne qui avait tendance à anticoaguler rapidement les patients. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Disons, mon approche personnelle, je n'avais pas entendu la présentation du Dr. Blais, mais ça reflète un peu ce qui a été résumé. C'est que, en fait, moi, j'ai tendance à estimer les risques thromboemboliques, utiliser probablement les D-dimères comme marqueurs de risque thromboembolique. Les marqueurs inflammatoires aussi peuvent être considérés, mais aussi, il faut évaluer les risques hémorragiques chez les patients avec AVC, parce qu'un AVC hyperaigu ou aigu est associé à un risque de transformation hémorragique. Le risque est d'autant plus grand que le volume de l'infarctus est grand. Puis, comme le risque d'événement thromboembolique est élevé chez ces patients-là, j'ai tendance à opter pour un traitement antithrombotique vraiment maximal. Donc, quand je me pose la question, est-ce que je devrais utiliser 1 ou 2 traitements antiplaquettaires, j'ai tendance à favoriser 2 traitements antiplaquettaires, 2 agents antiplaquettaires plutôt qu'un, ou bien anticoaguler probablement plus précocement que j'aurais fait dans l'AVC cardio-embolique s'il n'y a pas de risque démesuré du point de vue hémorragique. D'autre part, non seulement il y a le volume de l'infarctus qui prédit le risque hémorragique, mais aussi il y a d'autres variables comme la tension artérielle, l'utilisation d'autres agents comme les anti-inflammatoires qui peuvent augmenter le risque hémorragique. Donc, chez ces patients-là, j'aurais tendance à minimiser les autres facteurs qui conduisent au saignement tout en augmentant le traitement thrombotique maximal. Et d'une façon un peu accessoire, c'est important de considérer les interactions potentielles entre les antivitamines K ou les NACO et certains antiviraux qui pourraient être utilisés dans la COVID. Il faut se rappeler là, que les navires en particulier peuvent interagir avec certains NACO. Prochaine diapo. Sylvain, Sylvain, je me suis intervenu pour qu'il reste un petit peu de temps pour Michel. Oui. Il y a déjà beaucoup de questions pour ta conférence. OK, donc rapidement. Merci. Combien de minutes? Honnêtement, le moins possible. Bon, OK. Alors, on va tout de suite aller, prochaine diapo. Bon, le diagnostic étiologique de l'AVC est important parce que, en fait, ça permet de déterminer la prévention secondaire, les 3 volets de la prévention secondaire qui incluent traitement thrombotique, contrôle des facteurs de risque vasculaire pertinents et traitement de la cause elle-même. Prochaine diapo. Donc, les causes d'AVC sont variées. Il y a plusieurs de ces causes-là qui sont devenues plus fréquentes dans la COVID. Prochaine diapo.
Ça inclut, par exemple, les états prothrombotiques avec dysfonction endothéliale, les sepsis, inflammation qui augmentent les risques thrombotiques. Prochaine diapo. Ça inclut syndrome asphospholipide, peut-être. Il y a un rapport de cas de 3 patients particuliers, mais Dr. Blais soulignait le lien probablement artefactuel ou de laboratoire entre anticoagulant lupique et COVID-19. Prochaine diapo. La prochaine. Oui, bon. Les patients qui toussent avec une COVID, ils peuvent avoir une dissection artérielle, puis la prise en charge de l'AVC peut être. Il faut considérer cette cause potentielle-là. Prochaine diapo. Ensuite, Dr. Mansour a parlé de la myocardite, a parlé d'insuffisance cardiaque, a parlé d'infarctus du myocarde. Ce sont toutes des complications potentielles qui peuvent expliquer l'AVC chez le patient avec COVID. Prochaine diapo. Fibrillation auriculaire aussi. Les patients avec FOP qui toussent, par exemple, et qui ont des thromboses veineuses plus facilement, peuvent développer des AVC par embolie paradoxale. Il faut considérer cette hypothèse étiologique-là aussi. Prochaine diapo. Alors, en conclusion, Dr. Roussin, c'est important d'administrer de façon rapide le traitement par TPA ou neuroradiointervention chez les patients avec COVID comme chez les autres patients parce que le bénéfice de la recanalisation dépend directement de la vitesse. La COVID-19 n'est pas une cause d'AVC. En fait, ce que je voulais souligner, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter sur « Ah, le patient a une COVID, donc c'est pour ça qu'il a fait un AVC ». Il faut chercher à comprendre la cause de l'AVC. Il y a des patients avec COVID qui auront un AVC qui n'est pas nécessairement dû à la COVID. C'est important de faire une investigation étiologique comme on le fait habituellement dans l'AVC. Puis troisièmement, le traitement thrombotique optimal reste indéterminé, mais considérant la thrombogénicité élevée de la COVID, j'ai tendance à favoriser une approche un peu plus libérale en termes de traitement thrombotique, tout en réduisant le risque hémorragique, en contrôlant l'hypertension artérielle et en évitant des interactions médicamenteuses. Merci de votre attention. Merci infiniment, Sylvain. Il y a plusieurs questions, mais que tu as déjà, je trouve, très bien couvert quand même. Je vais en garder une parce que ça a un intérêt particulier pour toi et je vais te la lire. Voilà. Avez-vous remarqué une augmentation d'AVC chez des jeunes patients sans ou avec peu de facteurs de risque dans la période COVID? Bon, personnellement, je n'ai pas remarqué ça. Même au début de la COVID, j'avais l'impression d'avoir beaucoup d'hémorragie intracérébrale, puis pourtant, ce n'est pas sorti dans la littérature. Je n'ai pas remarqué ça. Il y a eu des papiers qui ont été publiés. C'est sûr que quand, en fait, un papier, les 5 patients avec AVC non lacunaire chez le jeune étaient comparés, l'incidence était comparée à la période de COVID, puis finalement, il y avait l'air d'avoir une augmentation de l'incidence d'AVC chez le jeune adulte, mais c'est basé sur 5 patients. Donc, moi, je n'ai pas vu ça, mais probablement qu'il y a une augmentation de l'incidence. Alors, merci infiniment, Sylvain. C'était clair, malgré, comme tu l'as dit, peu de données probantes accumulées. Alors, on va terminer notre soirée avec Michel Vallée, le président de la SSVQ, comme vous le savez, professeur comme les autres conférenciers ce soir à l'Université de Montréal, qui est responsable de la clinique d'hypertension, qui, auprès d'Hypertension Canada, joue un rôle contributif important, qui va nous parler ce soir des IECA, des bras et des reins en lien avec la COVID. Alors, Michel, tu termines la soirée et nous recevrons quelques questions si le temps nous le permet. Oui, merci beaucoup, André. Alors, je vais passer à la prochaine diapo. Donc, oui, on va parler maintenant. Donc, c'est sûr qu'on a dépassé le temps, mais quand même, pour ceux qui veulent rester, on va passer au prochain sujet qui est COVID-19, reins en danger et gestion de l'hypertension. Donc, j'ai quelques conflits d'intérêts potentiels, mais c'est vrai qu'en écoutant Sylvain, il n'y a pas de conflit spécifiquement en lien avec la COVID-19. Les objectifs sont donc de décrire les lésions rénales associées à la COVID-19, savoir prendre en charge une insuffisance rénale aiguë associée à la COVID-19. On pourrait déjà parler de cet objectif parce qu'il n'y a pas de différence dans la prise en charge qui est le traitement de support dans l'insuffisance rénale aiguë du patient typique aux soins intensifs par rapport à un patient atteint de la COVID-19.
Peut-être la seule chose qu'on devrait mentionner, c'est qu'il est recommandé dans le cas de la COVID-19 que si on procède à une dialyse aiguë, c'est de procéder à une anticoagulation totale du patient, si on peut, durant le traitement de dialyse. Et ensuite, on va terminer par connaître les enjeux du traitement de l'hypertension dans l'ère de la COVID-19. Donc, commençons par insuffisance rénale aiguë et COVID-19. Donc, pour savoir et mieux apprécier combien il y a d'insuffisance rénale aiguë en lien avec la COVID-19, il est bon de se remémorer comment on pourrait s'attendre à obtenir d'insuffisance rénale aiguë chez des patients typiques de soins intensifs, disons, de post-opératoire compliqué ou de choc septique. Alors, la meilleure étude est celle de 2005, une étude internationale où il y avait une prévalence d'environ 5,7 d'insuffisance rénale aiguë aux soins intensifs et une mortalité de 45 %. Donc, le Canada a participé à cette étude. Le Canada est à peu près le 4e pays ici. On avait donc 4,6 % de prévalence d'insuffisance rénale aiguë avec 56 % au Canada de mortalité. Alors, c'est pour ça que c'est le chiffre que l'on retient en général d'insuffisance rénale aiguë aux soins intensifs, 5 à 10 % avec un taux de mortalité autour de 50 %. Donc, c'est les chiffres que l'on va garder en tête pour comparer nos données avec les données de la COVID-19 avec les données disons, classiques. Donc, les premiers rapports d'insuffisance rénale aiguë en lien avec la COVID-19 nous provient de Chine. Donc, ici, dans ce rapport qui provient d'un seul hôpital de Wuhan, des données qui ont été collectées en janvier-février 2020, on note ici un taux d'insuffisance rénale aiguë au total dans cet hôpital de 10 % environ. Déjà là, c'est déjà plus que le 5 % aux soins intensifs, et ces gens-là ne sont évidemment pas tous aux soins intensifs. Si on regarde les gens qui sont décédés de COVID-19 dans cet hôpital, c'était 25 % d'insuffisance rénale aiguë. Et c'est le chiffre qui circule le plus, une prévalence d'insuffisance rénale aiguë attendue en cas de COVID-19 chez les patients hospitalisés pour cela d'environ 25 %, ce qui est quand même énorme et 5 fois plus que ce qu'on peut s'attendre. Ensuite, les données se sont accumulées dans cette publication qui provient d'un groupe de Nouvelle-Orléans. On avait donc 28 % d'insuffisance rénale aiguë dans ce centre. Ce n'était pas des petites insuffisances rénales aiguës. Là. Plus de 50 % des gens avaient besoin de thérapie de remplacement rénal, donc sous forme de dialyse intermittente ou continue. Et c'était associé à une mortalité attendue de 50 %. Donc, pas nécessairement une mortalité plus grande avec insuffisance rénale aiguë et COVID-19, quoique 50 % de mortalité, c'est déjà beaucoup. Mais la prévalence d'insuffisance rénale aiguë est définitivement plus élevée. Maintenant, les rapports un peu plus récents qui nous proviennent de New York maintenant. Vous voyez, dans cette publication, on retrouve notre cohorte de Nouvelle-Orléans avec le 28 % de prévalence. Mais à New York, vous voyez que c'est plus. 33 % 43 % 37 %. Donc, c'est énorme. Donc, vraiment 5 fois plus et de prévalence d'insuffisance rénale aiguë qu'on pourrait s'attendre. Et quelle est la cause de ces insuffisances rénales aiguës? Dans cette série de 26 patients où on a obtenu des biopsies rénales, on a une idée de l'histopathologie et donc de la cause de ces insuffisances rénales aiguës. Donc, on a quand même, ici, première chose à dire, au centre, on a 3 patients sur les 26 qui avaient des dépôts de fibrine focale ou diffuse, donc de la microangiopathie thrombotique. Donc, c'est environ 10 %. Ça ne semble pas beaucoup, mais normalement, aux soins intensifs, ça devrait être 0 %. Donc, la microangiopathie thrombotique au niveau rénal, c'est relativement rare. Et là, tout d'un coup, il y en a un peu. Donc, juste ce peu-là, c'est déjà beaucoup. Ensuite, 2 colonnes plus loin, vous voyez que dans environ un tiers des biopsies, on a retrouvé du virus dans le rein, ce qui semble montrer que le rein est un organe cible du SARS-CoV-2. Mais la vraie conclusion de l'étude, c'est la première colonne ici. Vous voyez que la cause quand même demeure de la nécrose tubulaire aiguë modérée à sévère, qui est la cause classique de l'insuffisance rénale aux soins intensifs. Mais tout de même, vous voyez ici au niveau histologique, chez certains patients, il y avait des dépôts de fibrine segmentaire typiques de microangiopathie thrombotique au niveau rénal, ce qui est quand même exceptionnel aux soins intensifs. Et on retrouve du virus dans les biopsies rénales, ce qui semble démontrer que le virus attaque directement le rein et que donc le rein semble être un organe cible du SARS-CoV-2. Donc, pour conclure sur l'insuffisance rénale aiguë et COVID-19, on peut s'attendre donc à beaucoup d'insuffisance rénale aiguë chez les patients atteints de COVID-19 ayant besoin d'être hospitalisés. Donc, c'est 25 % de prévalence et même plus, selon ce qu'on a vu.
Donc, c'est énorme, c'est 5 fois plus que le fameux 5,7 qui était la prévalence classique. Cette insuffisance rénale aiguë, dans ce contexte, est souvent sévère. Donc, les rapports sont très, très variés, mais 35 et 50 de dialyse aiguë, avec un point d'interrogation, ça demande plus d'études, et mortelle, donc environ 50 de mortalité, ce qui est attendu pour ce genre de patients très malades. Au niveau histologique, on a vu un peu de microangiopathie thrombotique, ce qui est relativement fréquent avec environ 10 parce qu'on n'est pas supposé en retrouver. Mais on a surtout de la nécrose tubulaire aiguë classique, c'est chez ces gens-là quand même très malades. Et on a vu que le virus SARS-CoV-2 semble s'attaquer directement au rein. Le rein serait donc un organe cible de ce virus. Et finalement, si une dialyse intermittente ou continue est envisagée, il est recommandé d'utiliser une anticoagulation systémique totale s'il n'y a pas de contre-indication durant le traitement, évidemment à cause des risques de thrombose du circuit et de la tubulure. Maintenant, on va passer au dernier sujet qui est l'hypertension artérielle et le COVID-19. Donc, commençons par SARS-CoV-2 et l'enzyme ACE2. Je vous ai mis ici l'acronyme anglais parce que c'est celui qu'on retrouve partout. Là. Donc, ACE2, c'est pour enzyme de conversion d'angiotensine 2. Donc, on connaît bien le 1 qui est antagonisé par les IACA. Maintenant, parlons un peu du 2. Donc, on sait que le virus SARS-CoV-2 entre dans les cellules en se liant à l'enzyme membranaire ACE2. Le ACE2 est exprimé dans les poumons, le rein, le cœur et les intestins, ce qui pourrait expliquer le tropisme particulièrement important de ce virus pour ces organes, qui sont probablement les organes cibles du SARS-CoV-2 à cause de ça. Mais avant d'aller plus loin, on pourrait toujours se poser la question à quoi sert le ACE2 dans la physiologie normale, parce qu'on parle beaucoup du ACE1, mais très rarement du ACE2. Donc, le ACE2 participe donc au système de contre-régulation du système rénine-angiotensine-aldostérone. Donc, je vous montre ici le système rénine-angiotensine-aldostérone, donc la voie classique via le ACE1 qu'on connaît bien, et la voie de contre-régulation dont on parle pas souvent via le ACE2. Il est très important, là, cette voie-là de contre-régulation. On en parle moins souvent, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'action thérapeutique qu'on peut appliquer sur cette voie-là, mais elle est non moins importante. Donc, vous reconnaissez à gauche l'angiotensinogène qui est transformé en angiotensine 1 par la rénine. Et ensuite, le fameux ACE1 qu'on connaît bien, qu'on antagonise avec les IACA, transforme l'angiotensine 1 en angiotensine 2, qui peut donc se lier à son récepteur AT1 et faire donc les effets néfastes qu'on connaît de la voie classique du système rénine-angiotensine-aldostérone, donc augmenter le système nerveux sympathique, créer de la vasoconstriction, augmenter la pression, favoriser l'hypertrophie cardiaque, la fibrose, un effet aussi pro-oxydatif et pro-inflammatoire. Alors évidemment, si on est en choc hémorragique, c'est bon, mais si on est assis dans son salon, c'est évidemment pas bon d'avoir le système rénine-angiotensine toujours activé. C'est des effets considérés néfastes en général. Sinon, l'angiotensine 2 peut être aussi transformé par le ACE2 en angiotensine 1,7. Cette angiotensine 1,7-là est par différents mécanismes responsables d'antagoniser la voie classique du système rénine-angiotensine-aldostérone. Donc, ça inhibe le système nerveux sympathique. Ça crée de la vasodilatation, ça diminue la pression artérielle, ça favorise donc le remodelage cardiaque de santé, ça diminue la fibrose, ça a un effet aussi anti-inflammatoire et antioxydant. Maintenant, parlons des questions importantes pour les cliniciens concernant l'utilisation des IACA, des ARA et par rapport au ACE2. Donc, on sait que les IACA et les ARA augmentent l'expression tissulaire du ACE2, donc d'où notre inquiétude là, de voir plus de ACE2 chez ces gens-là dans les poumons des patients, et ce qui pourrait être donc peut-être délétère pour ces patients-là. Donc, est-ce bon ou mauvais? Donc, on va essayer de répondre à la question dans les prochaines diapos. Et l'autre question intéressante, on sait que les patients hypertendus sont plus à risque de complications majeures de la COVID-19. Dr Mansour en a parlé tantôt. Est-ce que c'est à cause justement des IACA et des ARA et doit-on les cesser? Donc, effectivement, on sait que l'hypertension augmente le risque d'avoir des complications de la COVID-19. Dans cette étude, les complications donc étaient admission soins intensifs, ventilation invasive ou mort. Donc, on voit que l'hypertension, c'est à peu près équivalent au diabète dans cette étude, mais c'est quand même moins pire qu'avoir une MPOC ou le cancer. C'est à peu près équivalent à avoir une comorbidité. Donc, est-ce que l'hypertension donne un risque particulier en lui-même ou c'est juste parce que c'est une comorbidité, comme semble suggérer cette diapo? Donc, de plus en plus, on pense que c'est juste une comorbidité parmi tant d'autres. Et de toute façon, l'hypertension et la prévalence de l'hypertension augmentant beaucoup, beaucoup avec l'âge. On a ici un facteur confondant important qui est l'âge.
Dr Mansour vous a présenté ces diapos. C'est très intéressant de voir que dans cette cohorte de patients, les ISCA semblaient protégés contre un mauvais outcome de la COVID-19. Les ARA ne protégeaient pas, mais n'étaient pas non plus délétères. Intéressant aussi de voir que les statines étaient protecteurs. Donc ici, c'est très rassurant de voir que les ISCA et les ARA n'étaient pas délétères, ce n'était pas dangereux d'avoir une ISCA ou un ARA quand on avait la COVID-19. Donc une autre étude, donc c'est intéressant de voir qu'on peut confirmer les résultats. Vous voyez ici qu'il y avait moins de mortalité dans cette cohorte chez les patients qui avaient un ISCA ou un ARA par rapport à ceux qui n'en avaient pas. Alors, un autre indice quand même intéressant qui nous rassure que ça ne semble pas être à cause des ISA et des ARA que les patients ont des problèmes. Ça semble à l'inverse même protecteur. Donc, si on commence à répondre un petit peu à nos questions, donc les ISA et les ARA augmentent l'expression tissulaire du GS2. Est-ce bon ou mauvais? Probablement que c'est bon, mais avec un gros point d'interrogation parce qu'on est seulement au début de la recherche dans ce domaine. Les patients hypertendus donc, sont plus à risque de complications majeures de la COVID-19. Est-ce à cause des ISA et des ARA? Il semblerait que non. Les ISA et les ARA semblent peut-être même protecteurs, avec évidemment un gros point d'interrogation. Donc, comment il est possible que les ISA et les ARA soient protecteurs? Bien, il y a plusieurs hypothèses. On voit ici, dans cette diapo, quelques mécanismes de protection potentiels par les ISA et les ARA contre la COVID-19. Donc, on sait que le ACE2 a besoin d'autres protéines pour internaliser le virus SARS-CoV-2. Ces autres protéines-là n'augmentent pas nécessairement autant que le ACE2 par un traitement aux ISA et les ARA. Donc, les ISA et les ARA augmentent le ACE2, mais pas nécessairement ces autres protéines, ce qui pourrait donc permettre de séquestrer le virus à la surface des cellules, ou à tout le moins les séquestrer en dehors des cellules par du ACE2 circulant. C'est ce qui est illustré ici. Là, vous voyez un virus qui, malheureusement, lui, a réussi à pénétrer dans la cellule via le ACE2 et tout le Bataclan du reste des protéines qui est nécessaire pour internaliser le virus. Mais vous voyez ici, ce virus n'est pas capable de rentrer dans la cellule parce qu'il est couvert là, de ACE2 circulant. On pense même qu'il pourrait avoir des virus séquestrés à la surface des cellules si on ne peut pas l'internaliser. D'autres hypothèses, on a vu déjà le premier paragraphe. Dans les deux autres paragraphes, donc, on voit que les ARA augmentent l'angiotensine 2, qui se lie de façon compétitive à l'ACE2, ce qui pourrait empêcher la liaison du virus. Donc, ce serait un bon point pour les ARA. On sait aussi que le surplus d'ACE2 par un traitement aux ISA et aux ARA permet de réduire l'inflammation en prédisant plus l'angiotensine 1,7 que d'autres patients et pourrait donc aider les patients à se rétablir. Mais donc, la vraie question, c'est pouvons-nous, en toutes circonstances, là, pas juste en COVID-19, cesser de façon sécuritaire les ISA et les ARA? Donc, on se pose la question depuis plusieurs années, puis à chaque fois, la réponse, elle est non. Regardez dans cette étude, chez des patients avec un DFG en bas de 30, c'est évident qu'on se pose souvent la question, en bas de 30, est-ce qu'on doit continuer les ISA et les ARA? Donc, nous, les néphrologues, on les continue, on les continue même jusque les patients commencent la dialyse, et même on les continue après la dialyse. Et vous voyez, dans cette étude, donc c'est la probabilité de survie. Donc, les gens survivent mieux avec un ISA ou un ARA par rapport aux gens chez qui on a arrêté les ISA et les ARA. Donc, ces gens-là, c'est au risque de maladies cardiovasculaires, ils survivent mieux parce qu'ils ont moins de maladies cardiovasculaires. C'est ce qu'on voit dans cette diapo. Vous voyez que le MACE, ici, les gens en ont moins si on garde le traitement par ISA ou ARA par rapport aux ceux à qui on les a discontinués. Alors, c'est sûr, ça a été très bien démontré dans de nombreuses études randomisées que les ISA et les ARA réduisent les événements vasculaires. C'est ce qu'on retrouve dans cette cohorte. Et même chose pour commencer la dialyse. Donc, end-stage kidney disease, c'est donc le début de la dialyse. On commence moins la dialyse si on garde l'ISA et l'ARA avec un DFG en bas de 30 par rapport à si on l'arrête. Alors, c'est sûr, ça aussi, de nombreuses études randomisées ont démontré que c'est des agents qui protègent les reins. Donc, c'est sûr, si on les arrête, on protège moins les reins et on va aller plus vite en dialyse. Alors, c'est sûr, des fois, on se sent obligé de les arrêter chez les insuffisants rénaux s'il y a de l'hyperkaliémie récurrente. Alors maintenant, il faut savoir qu'il n'y a pas juste le kayak-salate qu'on peut utiliser pour réduire l'hyperkaliémie. Il y a d'autres alternatives maintenant disponibles sur le marché canadien. Ça, c'est un tout autre sujet qu'on pourrait discuter une autre fois, là, mais il y a d'autres alternatives maintenant pour conserver le plus longtemps possible nos ISA et nos ARA. Dans cette autre étude, là, on voit ici, à droite, un taux de mortalité sous ISA et ARA de 4,1 % si le patient n'est pas à sa dose optimale d'ISA et d'ARA. Vous voyez que la mortalité double et ça triple même si on l'arrête complètement. Alors ça, c'est vrai, peu importe la comorbidité, quand on soit diabétique, comme insuffisance cardiaque, on l'a vu avec les insuffisants rénaux,
si le patient n'est pas à sa dose optimale, donc peu importe la comorbidité, on risque peut-être même de doubler sa mortalité. Donc, il faut faire donc un effort nécessaire pour les conserver. Alors, donc, c'est pour ça que j'ai rajouté en bas de ces diapos qu'on a vu tantôt, donc pour répondre à la question, doit-on cesser les IECA et les ARA? Donc, peu importe le contexte COVID-19 ou pas, c'est mieux de ne pas cesser les IECA ou les ARA autant que possible. Ça peut nuire aux patients. Et là, je n'ai pas mis un point d'interrogation, j'ai mis un point d'exclamation parce que c'est quand même bien démontré qu'il ne faut pas faire ça autant que possible. C'est pour ça que les grandes sociétés savantes qui s'occupent d'hypertension ont émis cette recommandation-là au mois de mars. Nous, en Hypertension Canada, c'était le 13 mars, qui disait donc que malgré la période de COVID-19, ce qui est recommandé, c'est que les patients continuent leur traitement antihypertenseur, que ça ne soit pas changé à cause de la période COVID-19. Donc, toutes les autres sociétés savantes donnent la même recommandation. Donc, en Amérique du Nord, ACC, AHA, en Europe, ESC, et d'autres sociétés à travers le monde, tout le monde a la même recommandation de ne pas changer leur traitement antihypertenseur à cause de la COVID-19. Donc, en conclusion, on a vu que la COVID-19 entraîne une augmentation spectaculaire d'insuffisance rénale aiguë, qui est d'au moins 25 %, sinon plus. Donc, c'est au moins 5 fois plus que ce qu'on s'attendrait pour des patients très malades. Ceci est associé à un taux de mortalité malheureusement attendu de 50 %. Et donc, le rein semble être un organe cible du SARS-CoV-2. On en a d'ailleurs découvert dans les biopsies rénales la présence de ce virus en train d'attaquer les reins. On a vu que les IECA et les ARA semblent protéger les patients contre la COVID-19. Des résultats préliminaires, évidemment, d'autres études sont nécessaires pour le confirmer. Et ce qu'on pourrait dire jusqu'à maintenant, c'est que ça ne semble pas dangereux pour les patients. C'est peut-être même protecteur. Et donc, en attendant, il est recommandé de ne pas cesser les IECA et les ARA et de continuer à les initier selon les indications reconnues, qui sont nombreuses, diabétiques, insuffisance rénale chronique, insuffisance cardiaque, maladie cardiaque athérosclérotique ou athérosclérose de tout acabit, etc. Moi, personnellement, c'est aussi mon premier choix en hypertension essentielle et je continue de les initier même durant cette période. Alors, merci beaucoup. Merci infiniment, Michel. C'était extrêmement clair. Tu as couvert beaucoup de questions déjà. Il y en a une qui est amusante. On va terminer avec celle-là, vu le temps qui avance et avant que je te passe le micro pour le mot de la fin. Et la question est la suivante. À la lumière de ces études, est-ce qu'il est raisonnable de choisir un IECA en priorité lors du choix d'un traitement antihypertenseur chez un patient avec COVID? Donc, un peu le contraire. Là. Ben oui, c'est une bonne question. Avec les données qu'on a à l'heure actuelle, évidemment, on ne le sait pas avec certitude, mais ce ne serait certainement pas dangereux de le faire. Moi, je le ferais selon les indications reconnues, c'est ce qui est recommandé. Je ne recommande pas de le faire spécifiquement à cause de la COVID, mais si le patient a d'autres indications et qu'il n'a pas de contre-indication, pourquoi pas? Mais évidemment, on ne pourra pas promettre au patient que ça va l'aider ou ça va le protéger. Mais nous, dans notre tête, on peut toujours penser que c'est sécuritaire de le faire. Oui, même si le patient a la COVID, disons, actuellement, on pourrait le faire. Formidable. Et puis, je rajouterai, si sa mère n'a pas le temps de le faire, que la Société canadienne de cardiologie recommande la même chose que l'hypertension pour la poursuite de cette classe de médicaments. Alors, Michel, je te laisse terminer ce symposium fantastique où nos 4 conférenciers, que je remercie, ont su animer là, avec brio. Alors, Michel, à toi la parole pour la fin. Oui, merci beaucoup. Je suis désolé pour le temps. On a défoncé de plus que 15 minutes, mais c'était vraiment très intéressant. J'espère que vous en avez bien profité. Donc, n'oubliez pas qu'à la SSVQ, on continue nos activités cet automne. Il n'y a rien qui est annulé. Évidemment, tout a été transformé sous forme web. Ça s'est bien déroulé ce soir. Je pense que ça va nous encourager pour nos événements de l'automne. Donc, inscrivez-vous donc en grand nombre. Et puis, je remercie donc nos conférenciers qui ont été exceptionnels ce soir, Dr. Blais, Dr. Manceau, Dr. Lantier. Merci beaucoup. Merci à André qui a animé ça d'une main de maître. Alors, donc, merci à tout le monde d'avoir participé. Et il me reste à vous souhaiter là, donc, une bonne fin de soirée et à la prochaine. Merci beaucoup de votre participation et à bientôt.